Je n'utilise pas beaucoup les applications de rencontres, mais à l'époque, quand j'étais dessus, il y avait un moment qui m'avait vraiment marqué. J'avais matché avec une fille très jolie, simple et qui semblait sympa. On a discuté et je lui ai rapidement proposé de se rencontrer. On allait sûrement passer une soirée tranquille, je m'étais dit. On avait convenu de dîner ensemble pour faire plus ample connaissance et on avait décidé d'aller dans un restaurant américain basique, un endroit où je suis allée une fois et qui a probablement fermé plus tard cet été-là. Nous nous sommes installés à l'arrière du restaurant et cette fille s'est glissée à côté de moi sans la moindre hésitation, ce qui était un peu étrange, mais ce n'était pas la chose la plus bizarre qui me soit arrivée ce soir-là. Nous parlions de tout et de rien, et puis d'un coup, j'ai senti ses doigts s'insinuer dans la paume de ma main. Pour une raison quelconque, j'ai fait semblant de ne pas le remarquer. Enfin, quand même, elle ne cherchait pas à me prendre par la main alors qu'on venait de se rencontrer même pas 2 minutes avant, non ? Pendant que ça se passait, la serveuse revenait vers nous pour prendre notre commande, et là, les doigts de la fille se sont glissés entre les miens pour me tenir encore plus fort. Bon, je n'ai rien dit sur le moment. Dites-vous que ce n'est même pas la partie la plus étrange. Tout au long du repas, elle ne m'a pas lâché la main. Elle me disait même des choses un peu étranges comme « Tu peux me serrer la main un peu plus fort ?» Je l'ai regardée bizarrement et là elle a enchaîné en me disant « Allez, t'as les mains si grandes comparées aux miennes qui sont si petites, tu peux vraiment me serrer la main très fort. » Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai obéi parce que je pensais qu'elle était mignonne. Puis elle souriait et elle secouait mon poignet de gauche à droite, comme si on était en promenade ou quelque chose du genre. Mais vraiment, ce qui est dingue, c'est que cette fille ne m'a jamais lâché la main de tout le repas. Nous avons fait de notre mieux pour manger avec une seule main. Je ne vous conseille pas d'essayer, c'est vraiment difficile, mais elle continuait de me serrer ma main. Donc je ne pouvais rien faire. Tout ce que je me disais, c'était que elle n'était pas si mignonne que ça au final. Elle était juste dérangée. D'ailleurs, les gens des autres tables nous jetaient des regards perplexes du genre « Mais qu'est-ce qui se passe sur cette table ?» Puis elle enchaînait en me disant « Mais t'es vraiment fort, tu pourrais vraiment me blesser tellement que t'es fort. » Et elle a ajouté quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Elle m'a demandé si je pouvais lui faire mal. Mais quoi ? À ce moment, je ne savais même pas quoi lui répondre. Et là, elle m'a dit « Je veux que tu me brises mes os. » Bon, là, ça commençait sérieusement à devenir flippant. C'est comme si elle voulait que je lui fasse vraiment du mal. Et finalement, c'était la goutte de trop. J'ai retiré ma main de la sienne. Et ce qui semblait être une fille normale s'est avéré être une totale folle. Je me suis levée et je suis partie demander l'addition. Elle me suppliait de rester et de ne pas partir. Et elle rigolait en me disant que tout n'était qu'une blague, qu'elle exagérait et que je ne comprenais pas. J'ai payé l'addition, je suis sortie et je n'ai jamais revu cette femme. Je n'ai même pas eu besoin de la bloquer sur l'application car je l'ai immédiatement supprimée. Parfois, cependant, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'elle voulait vraiment. Je suis une femme très extravertie, mais je suis plus grande que la plupart des hommes. Alors, c'est vrai que j'ai du mal à faire des rencontres. Cela dit, j'étais sur chacun des sites de rencontres et des applications que je pouvais connaître, et ce pendant au moins 5 ans. C'était le moyen le plus facile de parler avec des gens, mais il faut dire que faire connaissance avec des personnes par le biais d'applications conduit à des rencontres assez étranges. L'une de ces rencontres a eu lieu lorsque j'ai accepté une invitation à un rendez-vous venant de l'un des hommes les plus petits que j'ai jamais vus. Je n'ai rien contre sortir avec des hommes plus petits que moi, mais je me sens assez mal à l'aise quand ils sont trop petits. Personnellement, je fais 1m80 et je suis en surpoids, et le gars en question mesurait 1m63 et pesait peut-être 50 kg. Malgré l'écart de taille important, il semblait assez gentil et on avait beaucoup en commun, on avait beaucoup parlé, et il semblait avoir une vie normale et assez en ordre. Beaucoup d'hommes et de femmes sur les services de rencontres en ligne n'ont ni emploi, ni voiture, ni maison ou même parfois pas de salaire. Donc quand j'ai rencontré cet homme, je me suis dit que j'allais lui donner une chance et que j'allais essayer de dépasser le préjugé que j'avais. On a décidé d'aller prendre un verre dans un bar, il s'est avéré gentil, on a passé un bon moment
Mais finalement, il a commencé à me faire des commentaires étranges sur ma taille et sur mon poids. Je pensais qu'il était peut-être juste un peu mal à l'aise ou maladroit. Ça ne semblait pas malveillant. Mais il n'a pas arrêté de la soirée. Chaque mot qu'il prononçait était un compliment sur ma taille ou une critique. Cela devenait vraiment de plus en plus gênant pour moi, au point où je ne pouvais même plus apprécier le moment avec lui. De manière étrange, j'ai compris que ce que les filles voulaient dire quand elles se plaignaient d'être prises pour des objets, eh bien, c'était ça. On a l'impression de ne pas être une personne du tout. Vers la fin de cette soirée, il m'a dit qu'il avait un fétiche autour d'être soulevé et serré par les femmes plus grandes que lui. Il a même ajouté que rien d'autre ne le satisfait plus et que c'était ainsi depuis des années. Bon, d'accord, chacun son truc. Certaines personnes ont des fantasmes assez atypiques. Au moins, je pouvais un peu comprendre ce qui l'attirait chez moi physiquement. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de le revoir pour un deuxième rendez-vous. En attendant de se revoir, on continuait d'écrire par message et il n'arrêtait pas de me dire combien il avait hâte que je le soulève avec mes grands bras et il m'a demandé si je pouvais même le soulever au-dessus de ma tête. Finalement, c'est devenu le seul sujet de discussion et je vous avoue que ça m'a un peu déconcertée. Je lui ai dit poliment que je n'étais plus intéressée et il faut dire qu'il avait plutôt bien pris. Je m'attendais au comportement classique du genre « mais non, tu es la seule pour moi » ou alors « non, tu dis n'importe quoi » ou alors même des insultes. Mais je l'avais jugé un peu trop vite car au final, il s'est avéré être un gars plutôt classe, juste un peu sans gêne avec son fétiche sur les femmes grandes, mais ce n'était même pas ça le plus étrange. Le pire, c'est quand j'ai matché avec un autre gars sur cette application et nous n'avons jamais eu la chance de nous rencontrer car il n'a jamais été question d'un rendez-vous. Nous avons brièvement discuté, puis il a disparu pendant quelques mois. Et un jour, il est réapparu dans mes demandes de messages. Il s'est excusé pour son absence et il m'a expliqué que désormais, il était en couple avec un membre de l'application qu'il avait rencontré peu de temps avant. Pas de souci, c'est ce pourquoi on est tous sur les applications, de toute façon non. Mais il a continué de me parler de sa vie en m'expliquant que lui et son ex avaient rompu, mais que parfois il parlait de temps en temps. Bon, d'accord, je ne sais pas pourquoi il me racontait ça, mais j'allais rapidement le comprendre car il m'a expliqué qu'il avait peu de complicité entre les deux et il voulait savoir si je pouvais les rejoindre pour devenir un trouble, donc un couple à trois. C'était effrayant et même dégradant pour moi, mais ça m'a tellement répugnée que je suis restée éloignée de tout ce genre de services, les applications de rencontres ou les sites, pendant très longtemps. Heureusement, j'ai fini par rencontrer un partenaire avec qui je suis encore et désormais, je suis très heureuse. J'avais un emploi d'escorte complètement légal qui me rapportait un salaire décent mais qui me laissait aussi beaucoup de temps libre. Est-ce que c'était un bon job? Pas vraiment. Est-ce que c'était amusant? Probablement pas. Et puis, en plus, j'étais dans une période assez étrange de ma vie où le danger équivalait à de l'excitation. Comme j'avais toujours eu des aventures décontractées dans le cadre de mon travail, j'utilisais parfois des applications de rencontres pour occuper mon temps. J'avais en tête que le travail était le travail, les hommes me payaient pour m'aider à payer mes factures. Ce n'étaient pas des personnes avec qui j'allais m'impliquer émotionnellement. Je pensais juste pouvoir trouver un petit ami décontracté via une application de rencontre qui peut-être accepterait mon job et mon style de vie. J'ai matché avec un gars pour lequel j'avais des sentiments, sans entrer dans les détails. Il ressemblait et parlait comme les gars dont je rêvais. Il était tellement à la hauteur de mes attentes que je le gardais même secret de mes amis. Je pensais que si je partageais ma nouvelle relation, bien ça la ternirait d'une manière ou d'une autre. Comme si l'un de mes amis pouvait me le voler avant même que je puisse concrétiser les choses avec lui. Avec le recul, peut-être que je pensais que c'était trop beau pour être vrai. Disons que c'est ce qu'on appelle le love bombing. C'est la phase de lune de miel où deux personnes voient les versions les plus parfaites l'une de l'autre, bien que les choses ne soient rapidement gâchées par la réalité. Malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé car je voulais parler à ce gars à toute heure et ça commençait même à affecter mon travail. Finalement, on a cédé et on a décidé de s'organiser pour se voir.
Mais il voulait qu'on ne se voit pas dans un bar ou à un restaurant. Il m'a donné directement son adresse et je suis passée chez lui pour passer une soirée avec lui. C'était explosif au début, littéralement, dès le moment où on s'est rencontrés. C'était passionné, c'était fort. Ça n'avait rien à voir avec ce que je vivais au travail. Avec lui, j'ai vraiment pu me lâcher et me laisser aller. J'ai fait tout ce que je voulais faire avec mon petit copain. Cependant, il a changé à mesure que les choses devenaient de plus en plus sérieuses. Il a commencé à me parler d'une manière que je n'aimais vraiment pas. Il me parlait vulgairement depuis le début, mais ça allait de plus en plus loin. C'était méchant et dégradant, et honnêtement, ça commençait à me faire peur. Je ne savais vraiment pas quoi dire et quoi répondre. Il a commencé à me parler de l'endroit où je travaillais, de ce que je faisais pendant mes heures de travail. Soudainement, j'ai réalisé que ce n'était pas une rencontre due au hasard sur une application. Cet homme devait me connaître car il m'a donné des détails sur le club où je travaillais. Ça a vraiment pris un tournant tragique le jour où il a essayé de m'attraper par le cou. Il a finalement réussi et il m'a fait si mal, il m'a attrapé si fort que j'ai failli perdre connaissance. Il n'y avait absolument rien que je pouvais faire d'autre que céder et essayer de survivre et de respirer. Je vais garder cette partie de l'histoire brève car c'est un mauvais souvenir pour moi, mais les rares personnes à qui j'en ai parlé m'ont toutes dit que j'ai sûrement dû tomber dans les pommes car je ne me souviens pas vraiment de tous les détails. Il a insisté après ça pour que je passe la nuit chez lui et c'était vraiment une soirée traumatisante. J'attendais le pire à chaque fois, je me demandais s'il allait me battre, s'il allait m'étrangler de nouveau. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je savais ce qui pouvait arriver. Quand j'ai finalement réussi à m'échapper, je suis allée directement vers mes collègues qui n'ont d'ailleurs pas été très solidaires. La moitié d'entre eux ne me croyaient même pas et l'autre moitié m'assurait que c'était sûrement un malentendu, du genre que j'avais mal compris les intentions du gars. Certains d'entre eux m'ont même dit qu'ils connaissaient le gars en question et ils me promettaient que ce n'était pas son genre de faire ça. C'était déjà horrible d'avoir vécu cette situation et d'en avoir échappé, mais en plus je me retrouvais comme la coupable aux yeux des autres. Ensuite, je suis allée vers mes vrais amis, des personnes que je connaissais en dehors de mon travail, et ils savaient ce que je faisais pour gagner ma vie, et ils ont en quelque sorte rejeté la faute sur ça, disant que je n'aurais jamais dû travailler dans ce milieu et que ça finissait forcément avec des situations comme celle-là, mais ils m'ont conseillé d'aller à la clinique pour me faire tester, quelque chose que je pouvais faire dans mes moyens et qui donnerait des résultats pragmatiques. Je ne savais pas ce que ce gars m'avait fait quand j'avais perdu connaissance. Est-ce qu'il m'avait agressée? Est-ce que j'étais enceinte? Est-ce que j'avais une MST maintenant? Avoir un peu plus d'informations sur ce qui s'était passé cette soirée-là me donnait un sentiment de tranquillité. J'avais fait les tests, puis j'ai traîné dans la salle d'attente en attendant les résultats. C'était calme et assez confortable là-bas. Je me suis perdue sur mon téléphone jusqu'au moment où j'ai reçu un SMS. C'était une capture d'écran de mon profil Tinder et il y avait des messages que j'avais envoyés à d'autres personnes. Donc d'une manière ou d'une autre, le gars qui m'avait agressé s'était procuré mes identifiants et il avait retrouvé mes messages. Il les avait envoyés à d'autres personnes pour se moquer de moi. Et après ce que j'avais vécu, je n'ai pas résisté, je me suis effondrée en larmes. Après cet incident, j'ai quitté le domaine dans lequel je travaillais. Ça devenait beaucoup trop dangereux pour moi et en plus personne ne me prenait au sérieux. Mais ce que je voulais vous dire en vous racontant mon histoire, c'est de ne laisser personne vous dire ce que vous devriez être ou ne pas être. Ne faites pas la même erreur que j'ai faite. Ne vous rendez pas chez quelqu'un pour un premier rendez-vous. Retrouvez-vous toujours dans un lieu public et surtout, ne faites pas confiance aux applications de rencontres. J'ai utilisé des applications comme Tinder et d'autres choses du genre quand j'étais plus jeune et célibataire. Un jour, j'ai matché avec un homme qui était presque 10 ans plus âgé que moi, lorsque moi je n'avais que 21 ans à l'époque. Malgré la différence d'âge, qui m'a un peu déconcertée au début, on avait bien accroché. Beaucoup de nos centres d'intérêt concordaient et nous avions même assisté à certains des mêmes concerts. Avoir autant de points communs avec un homme plus âgé était un véritable stimulant de confiance en soi. En l'espace d'une semaine seulement, il a clairement indiqué qu'il voulait me faire tomber amoureuse. C'est vraiment un gars gentil qui voulait être doux avec quelqu'un. Plus tard, il a laissé entendre que nous devrions emménager ensemble.
il a commencé à dresser une liste de nos affaires personnelles, vérifiant ce que nous avions en double et ce que nous n'avions pas et que nous devrions acheter. C'était mignon, c'était comme une manière amusante de faire la conversation. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est quand il m'a dit qu'il serait heureux d'adopter ma fille. C'était énorme pour moi que quelqu'un me dise quelque chose comme ça, car déjà à l'époque j'étais jeune, mais surtout j'étais récemment devenue mère. Il décrivait tous les devoirs et les rôles qu'il serait prêt à assumer, ce qui correspondait parfaitement à mes attentes. C'était comme un rêve devenu réalité. Il m'a dit tout cela avant même que nous nous soyons rencontrés dans la vraie vie, c'était seulement après 7 jours de conversation par message. En y repensant, je me dis que c'était l'une des choses les plus psychopathes que je ne puisse imaginer, car c'est vrai, j'étais jeune et j'attirais les gens étranges sur les applications de rencontres, mais personne ne devrait vous dire ça après seulement 7 jours de conversation avec vous. C'est vraiment étrange de dire des choses pareilles. Finalement, nous nous sommes rencontrés dans un bon restaurant pour un dîner et nous avons simplement traîné pendant 2 heures, il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Le gars que j'avais par message n'était plus du tout là. J'essayais de faire la conversation, mais il hochait juste la tête, il secouait la tête, et parfois il réagissait même pas à ce que je lui disais. Il se contentait de me fixer de manière effrayante, inconfortable, avec un regard vide et sans émotion, juste me fixant droit dans les yeux. S'il déplaçait son regard vers une autre caractéristique de mon visage, il livrait la même fixation impitoyable jusqu'à ce que ses yeux bougent de nouveau. Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. Nous avons partagé l'addition et je suis rentrée chez moi. Nous avons continué à communiquer par SMS pendant une autre semaine alors que je luttais pour lui faire comprendre que je n'étais plus intéressée et que, honnêtement, je le trouvais bizarre. Il mentionnait qu'il fallait qu'on se revoie, qu'il fallait planifier un deuxième rendez-vous, ce qui m'a finalement obligée à dire la vérité. Nous avons eu une conversation pendant environ 1 heure sur essentiellement la même chose, le fait que je n'étais pas intéressée et que je ne voulais plus lui parler ni le voir. Il disait qu'il ne comprenait pas et de nouveau il me redisait des choses mignonnes, il reprenait son discours élogieux et étouffant. Finalement j'ai réussi à lui faire comprendre que c'était bel et bien fini. Il a quand même bien pris, il ne m'a pas supplié ou il ne m'a pas demandé de se rencontrer vraiment pour une dernière fois. En réalité, il ne m'a juste plus parlé du tout. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Malgré ce silence, je n'ai jamais oublié ce regard maudit qu'il avait, un regard sombre, perçant. Il me fixait sans cligner des yeux. Je pouvais sentir mon cœur battre de plus en plus fort à mesure qu'il me regardait. Parfois, je me demande ce qu'il pensait, alors qu'il était assis là, à me regarder de cette façon. L'histoire se déroule à une époque où les applications de rencontres étaient encore assez nouvelles sur la scène sociale. Elles étaient principalement utilisées pour des rencontres décontractées, pour des fêtes ou même des relations éphémères. J'ai commencé à utiliser plusieurs de ces applications, probablement à cause de la pression sociale ou même par simple curiosité, mais c'était aussi en partie parce que j'avais vu mes amis finir en couple grâce à ces applis. Cela semblait être un passe-temps innocent pour les célibataires et ça n'allait pas me faire de mal. J'avais entendu parler des histoires d'horreur et des légendes urbaines sur ces rencontres en ligne, donc j'étais assez prudente et j'avais conscience de ces choses qui pouvaient potentiellement m'arriver, ce qui a créé une légère paranoïa en moi. J'ai pris mes propres précautions lorsque je parlais avec quelqu'un sur ces applis. J'avais une légère crainte des hommes en général, mais elle s'est exacerbée à cause de mon utilisation des applications. J'utilisais vraiment cela comme un tampon entre moi et les personnes potentiellement nocives. Et un jour, j'ai matché avec un gars et nous avons entamé une conversation presque immédiatement. Il était mignon. Sur toutes ses photos, il semblait vraiment adorable et il semblait vraiment s'intéresser à moi, à ma personne. D'ailleurs, notre échange est devenu rapidement passionné à tel point que nous étions accrochés à chaque mot de l'autre. Pour quelqu'un comme moi, c'était un véritable échange passionné. Simplement 2 personnes excitées d'apprendre à se connaître. C'était vraiment beau quand j'y repense. Il m'a demandé mon numéro de téléphone, ce que j'ai accepté. Il m'a envoyé des SMS qui étaient assez nouveaux pour l'époque, donc échanger des numéros comme cela, ce n'était pas hors du commun. Mais nous avons échangé seulement quelques messages avant qu'il me demande mon compte Facebook et mon compte Tumblr. Cela a commencé à me rendre mal à l'aise car je n'avais pas mentionné l'utilisation de ces 2 réseaux sociaux. On aurait dit qu'il savait que j'étais inscrite sur ces réseaux.
Je sais que c'est idiot, mais partager mes comptes personnels était une de mes précautions à l'époque et je ne voulais pas le faire. Je sais qu'il avait déjà mon numéro, mais avoir en plus mes comptes de réseaux sociaux signifierait qu'il pouvait m'identifier, connaître de nouvelles choses sur moi, le lieu où j'étais, bref, toutes ces choses que vous ne voulez pas donner forcément à une personne que vous venez de rencontrer. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise à l'idée de partager ces infos et il m'a dit que ce n'était pas grave car il était espion. J'ai eu un peu peur, mais il m'a dit qu'il connaissait déjà tout ce qu'il voulait savoir sur moi. J'ai rigolé, je me suis dit qu'il faisait une blague, qu'il essayait de plaisanter, mais il m'a dit qu'il ne plaisantait pas du tout. D'ailleurs, il a commencé à me sortir des informations sur moi que je ne lui avais jamais données et là j'ai commencé à paniquer parce que ça devenait vraiment étrange. Je me disais que je n'aurais jamais dû lui donner mon numéro de téléphone aussi facilement, c'était peut-être avec ça qu'il m'avait retrouvée. Mais il m'a envoyé encore des messages pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il commence à mentionner négligemment des informations personnelles sur moi, mon nom de famille, la rue où je vivais, l'école où j'étais allée quand j'étais enfant. Bref, ça me donne des frissons de penser à toutes les choses aléatoires qu'il avait apprises sur moi. Et même s'il m'avait dit qu'il était espion, quelle était la probabilité que ce soit vrai ? Probablement 0. Mais du coup, je me demandais comment est-ce qu'il a pu savoir tout cela sur moi. Il a continué à me dire comme il était soulagé que j'étais une fille honnête, qu'il ne lui donnait pas de fil à retordre. Je suis passée sur la défensive, je l'ai traité de gars bizarre, ce à quoi il m'a répondu qu'il fallait rigoler et il a commencé à écrire en majuscule qu'il était mort de rire. Comme je l'ai dit auparavant, c'était une époque où les SMS et les applications de rencontres n'étaient pas vraiment aussi populaires. On comptait les caractères de nos messages et on n'envoyait pas autant de SMS en rafale à des gens. Et donc recevoir ces messages en majuscules qui étaient presque vides, juste lui qui rigolait, ça me faisait vraiment froid dans le dos. J'étais contrariée mais aussi effrayée. Après un moment, j'ai simplement arrêté de lui répondre. Ça n'avait plus d'importance de toute façon, mais lui il a continué à inonder mon téléphone pendant encore plusieurs heures avec différents messages. Après une semaine, j'ai finalement été au bureau de mon opérateur pour demander à bloquer son numéro. Cela a semblé fonctionner car je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles, mais ça prouve à quel point ce mec m'avait menti car déjà il n'était pas un espion secret ou quoi que ce soit d'autre comme il le prétendait. C'est juste un mec un peu bizarre qui savait faire des recherches sur internet. Donc faites attention. Ne donnez pas d'informations personnelles aux premiers venus et surtout, ne partagez pas vos infos sur Internet. C'était des années avant l'avènement des applications de rencontres, à une époque où nous utilisions divers sites web pour essayer de correspondre avec des inconnus. Moi, j'utilisais Match.com. J'étais très prudente, je dois le dire, car le concept entier était encore nouveau pour l'époque et j'avais quelques appréhensions quant aux dangers possibles. Je me connectais une fois par semaine, juste pour avoir l'impression de prendre des mesures proactives pour échapper à ma vie de célibataire solitaire, sans vraiment faire grand-chose en termes de rencontres. J'ai commencé à parler à un gars qui m'intéressait sur le site, et rétrospectivement, mon intérêt était purement physique. Je pensais qu'il ressemblait à Jeremy Piven sur l'une de ses photos de profil. C'est une célébrité sur laquelle je fantasmais depuis une décennie à ce moment-là. Et je pense que s'il n'avait pas ressemblé à Piven, je ne l'aurais jamais abordé en lui envoyant des messages et je ne me serais jamais impliquée. Lorsque nous nous sommes rencontrés, je savais que les choses ne se passeraient pas bien car d'abord, il ne ressemblait en rien à sa photo et en rien à mon coup de cœur. Le gars était maigre, cheveux en hérisson, timide et ne semblait même pas s'intéresser à moi ou intéressé de discuter tout court. Il ne ressemblait à rien comparé à ce qu'il paraissait sur internet. Sa première tactique a été de me faire boire. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant, donc on a commencé par un tour de cocktail et il n'arrêtait pas d'insister pour amener de nouveaux shots. À plusieurs reprises, il voulait que les boissons n'arrêtent pas et continuent d'arriver à notre table. Et en fait, il m'avait rendu ivre avant même que notre plat principal n'arrive à la table. Une paire de Manhattan s'est arrivée à la table juste après avoir fini de manger. C'était une surprise, un cadeau qu'il avait insisté pour avoir. À ce stade, nous étions à notre 6e ou 7e verre, bien plus que ce à quoi j'étais habituée. Cela a atteint un point où j'ai insisté sur le fait que je devais rentrer chez moi, ce à quoi il a obtempéré, presque trop joyeusement. En fait, cela s'est avéré être une énorme erreur plus tard, comme vous pouvez l'imaginer.
D'ailleurs, petit conseil, ne laissez jamais ce genre de personnes savoir où vous habitez, elles reviendront forcément chez vous vous faire du mal. Le mec s'est garé devant mon duplex, mais il a gardé les portes de la voiture verrouillées, supposant que ça ne s'arrêtait pas là, que la soirée allait continuer et que nous aurions une relation ensemble. J'étais tellement ivre et dans un état d'ivresse pas possible que tout ce que je pouvais faire, c'était rire à l'idée qu'il venait de me proposer. Donc on allait le faire bourré, là, dans la rue, comme des lycéens, dans la voiture. Mais après avoir rigolé, je l'ai regardé et j'ai réalisé qu'il ne me faisait pas une blague. Il était vraiment sérieux et je pense que si il m'a fait autant boire, c'était pour en arriver à ce moment de la soirée. C'est là que j'ai réalisé que ce gars était vraiment bizarre. Vous devez vous rappeler que c'était à l'époque de Match.com. J'étais l'une de ces nombreuses femmes à la recherche de l'amour sur Internet et j'admets que mon intérêt pour ce gars découlait de ce que je percevais comme son physique attrayant, mais utiliser un service de rencontre simplement pour trouver un partenaire d'un soir me semblait fou. Le gars a continué d'être insistant, mais il ne comprenait pas pourquoi je ne voulais pas et je devais clairement lui expliquer que je refusais et je lui ai même dit non d'un ton sec. Et là, il a changé de visage, ce à quoi je ne savais pas quoi dire. J'ai juste dit que j'étais désolée, même si honnêtement ce n'était pas de ma faute et je n'avais pas à être désolée. Mais il m'a dit que si je l'étais vraiment, alors je devais passer à l'acte. Il m'a mis une certaine pression, mais j'ai continué de refuser. Et son visage devenait de plus en plus sombre jusqu'à ce qu'il finisse par abandonner. Il m'a dit que je n'en valais pas le coup de toute façon. Et il a commencé à me faire la liste de chacun de mes défauts. Non seulement il les examinait, mais il les amplifiait. Il me faisait passer pour la femme la plus laide qu'il ait jamais vue. Cependant, cela ne s'est pas arrêté au physique. Tout ce que j'avais partagé à propos de moi-même, mon histoire, sur mon profil, pendant le dîner, tout ça était devenu soudainement une arme utilisée contre moi. Il m'a vraiment blessée sur le moment et il m'a fait pleurer, mais il avait l'air content de l'avoir fait d'ailleurs, mais ce n'était que le début. Je me suis réveillée le lendemain matin avec des fleurs sur ma terrasse arrière, accompagnée d'une note d'excuses. La signature venait de vous savez qui, et j'étais abasourdie. Quel psychopathe pour revenir chez moi, d'abord après m'avoir fait la liste de tous mes défauts, après m'avoir agressée dans l'allée de ma maison, et puis ensuite il vient me laisser un cadeau comme si nous avions une histoire ensemble. J'étais devenue totalement parano à l'idée qu'il pouvait se faufiler autour de ma maison et peut-être même s'introduire. Je regardais mes fenêtres et j'étais vraiment paranoïaque. Les cadeaux ont duré pendant 2 mois. Je me réveillais au moins une fois par semaine avec un certain bouquet, un cadeau ou même un mot d'excuse devant ma porte. J'en ai parlé à quelques amis proches et à des membres de ma famille. Ils m'ont tous dit la même chose, que je devais appeler la police immédiatement et ne pas contacter ce mec. Le problème, c'était que je n'assumais pas d'avoir été sur un site de rencontre et d'expliquer où est-ce que j'avais rencontré ce gars bizarre. L'idée de raconter comment j'étais assise dans sa voiture était totalement humiliante pour moi. Alors, j'ai eu une autre idée. J'ai sorti mon ancien appareil photo, une de mes armes que je cachais chez moi, et j'ai mis une note disant « La prochaine fois que tu viens, j'hésiterai pas à utiliser cette arme ». Cela a pris plusieurs jours, mais heureusement, il a vu le mot et il n'est plus jamais revenu. Je l'ai recroisé des années plus tard. Il était seul, toujours boutonneux et toujours aussi laid. Et moi, j'étais avec mon mari au restaurant, qu'il voyait pour la première fois après que je lui ai raconté cette histoire. Il l'a regardé de haut, il avait pitié de lui, et il faut dire que son état s'était vraiment empiré depuis cette fameuse soirée. L'histoire s'est passée il y a quelques années. J'achète des choses sur eBay de temps en temps, et je le fais depuis des années. J'aime collectionner des objets comme des souvenirs de sport et parfois je participe à des enchères. Un jour, j'ai vu ce ballon de football autographié signé par l'un de mes joueurs préférés. Il n'y avait aucune offre et le prix de départ était assez bas. Je m'attendais à ce qu'il monte en flèche, alors j'ai mis ma mise maximale et puis j'ai laissé l'enchère avancer, pensant peut-être avoir une chance de le gagner. Il restait plusieurs jours avant la fin de l'enchère. Au cours des jours suivants, j'avais complètement oublié l'enchère. Puis j'ai reçu une notification disant que j'avais remporté l'enchère et que je pouvais payer pour le ballon signé. Quand j'ai regardé, je n'en croyais pas mes yeux. Aucune autre personne n'avait misé sur le ballon et je l'avais remporté.
Je ne me souviens pas du prix exact et je pense que c'était peut-être autour de 10 $. Il valait probablement beaucoup plus, peut-être même plus de 50 $. J'étais vraiment excitée et j'ai payé la somme. Le soir suivant, alors que j'étais chez moi, mon téléphone a sonné. À cette époque, j'avais un téléphone fixe que j'avais depuis des années. Je n'ai pas reconnu le numéro de l'appelant, alors je n'ai pas répondu. Peu de temps après, j'ai reçu un message sur mon répondeur. Une voix masculine a parlé et a dit qu'il essayait de me joindre et a mentionné mon nom. Il a dit que j'avais remporté son enchère pour le ballon de football et malheureusement, personne d'autre n'avait misé. Ensuite, il a dit que j'avais obtenu un trop bon marché et que ce n'était pas du tout juste, mais qu'il allait quand même me rendre service et l'envoyer par la poste. Il a continué en disant qu'il s'attendait à ce que je lui laisse une très bonne évaluation après cela. Ça m'a vraiment contrariée. Je n'ai pas aimé qu'il m'appelle sur mon téléphone personnel pour me dire tout ça. J'ai remporté son enchère équitablement. S'il ne voulait pas prendre le risque que quelqu'un paie 10 $ pour ça, il n'aurait pas dû fixer le prix de départ si bas. Il connaissait les risques. J'ai consulté eBay et j'ai regardé quelques autres annonces de la même signature du joueur sur un ballon de football. Elles se vendaient pour un peu plus de 50 $. Donc le gars a perdu environ 40 $. Ce n'est pas si grave. 2 jours plus tard, j'ai reçu le ballon par la poste. La livraison a été rapide car je suppose que le gars habitait dans le même état que moi. Après avoir reçu le ballon, il était bien emballé et exactement comme il apparaissait en ligne. Je suis allée sur eBay pour laisser la bonne évaluation que le vendeur voulait tellement. Pour être honnête, je ne voulais vraiment pas lui laisser une bonne évaluation après ce qu'il avait fait. Ça m'a un peu ennuyée, mais quand je me suis connectée à eBay, j'ai remarqué qu'il m'avait déjà laissé une évaluation négative. Sur eBay, les vendeurs et les acheteurs peuvent se laisser des évaluations. Vous pouvez laisser une évaluation positive, négative ou neutre. Cela affecte votre profil et les gens sont moins susceptibles d'acheter ou de vendre chez vous si vous avez une mauvaise note. Ma note de profil était parfaite jusqu'à cette évaluation ennuyeuse. Je pense que c'était genre 99% de positif. Son évaluation négative de moi disait que l'acheteur avait obtenu un trop bon marché. Clairement, il était contrarié. Mais je ne pensais pas que c'était juste de sa part de me laisser une mauvaise évaluation. Que devais-je faire ? J'ai misé en laissant une enchère et j'ai gagné. S'attendait-il à ce que je propose de payer plus pour aucune raison ? Ça m'a énervé qu'il me laisse une mauvaise évaluation. Alors je lui ai également laissé une tout aussi mauvaise évaluation. J'ai expliqué ce qui s'était passé, j'ai dit que j'avais remporté l'enchère de ce vendeur pour un bon prix, ensuite qu'il m'avait appelé sur mon téléphone fixe pour se plaindre et avait exigé que je lui laisse une bonne évaluation. Il m'a envoyé un message après cela, message que j'ai ignoré. Puis le lendemain, il m'a appelé de nouveau. Je n'ai pas répondu et il a laissé un autre message. Évidemment, celui-ci était très en colère. Il m'a fait des reproches pendant environ 3 minutes d'affilée. Je n'ai même pas écouté jusqu'au bout et je l'ai supprimé. Mais ça ne l'a pas arrêté. Il m'a rappelé plusieurs fois le lendemain. J'étais frustrée. Et heureusement, j'avais un bloqueur d'appel installé sur mon téléphone fixe. J'ai bloqué son numéro pour qu'il arrête enfin de m'importuner. Pendant plusieurs jours, tout allait bien. Mais un soir, j'étais chez moi et, sans crier gare, j'ai eu un coup à ma porte d'entrée. Je suis descendue jusqu'à la porte d'entrée, mais avant de l'ouvrir, j'ai regardé dehors par l'œillère. C'était un homme que je ne connaissais pas. Je ne savais pas pourquoi il pourrait bien être ici. J'ai répondu à la porte, et l'homme qui se tenait là a mentionné mon nom et a demandé si c'était bien moi l'acheteur d'eBay. J'ai dit oui, et il m'a alors dit qu'il m'avait vendu un ballon de football sur eBay il n'y a pas longtemps. Dès que j'ai entendu ça, j'ai claqué la porte. Cela l'a poussé à commencer à frapper violemment à ma porte. Je lui ai crié de partir, ou sinon j'appellerai la police. Il criait et exigeait que je lui rende le ballon en disant que je l'avais escroqué. Je n'en revenais pas. Je ne suis pas sûre s'il était vraiment juste en colère à propos du ballon à ce moment-là, ou s'il était surtout en colère contre moi. Il continuait à se tenir là et à frapper à ma porte de temps en temps.
Après plus de 10 minutes sans qu'ils partent, j'ai appelé la police. Lorsqu'ils sont arrivés environ 10 minutes plus tard, l'homme était encore là. Ils en parlaient avec lui et il a donné sa version des faits, dont je ne suis même pas sûre de ce que c'était. Un agent est venu à l'intérieur et m'a parlé. Il a dit que l'homme à l'extérieur continuait de prétendre que je l'avais escroqué et que j'avais volé son ballon de football autographié. J'ai raconté toute l'histoire à l'agent et je lui ai montré la preuve eBay sur mon téléphone. Après un moment, la police a statué en ma faveur. Ils ont dit que la transaction était juste et que j'étais le propriétaire du ballon de football désormais. Ils ont dit à l'homme qu'il devait quitter ma propriété et lui ont dit de ne pas revenir. Finalement, l'homme a accepté et il est parti. Après cela, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. J'ai toujours le ballon de football et à chaque fois que je le regarde, je ris en me souvenant de l'histoire folle de l'homme qui va avec. Il y a plusieurs mois, j'ai vendu ma PlayStation 5 sur eBay. Mon ami se débarrassait de sa PS5 pour une Xbox, donc il me l'a vendue à un prix vraiment avantageux. Sa PlayStation 5 était un peu plus belle que la version que j'avais, alors j'ai décidé de vendre la mienne. Je l'ai listée à un bon prix sur eBay en achat immédiat plutôt qu'aux enchères. Quelqu'un l'a achetée après seulement 2 jours, et dès le lendemain, je l'ai bien emballée et expédiée. Je l'ai envoyé à l'adresse donnée par le compte eBay qui l'avait acheté. Maintenant, 3 jours après avoir expédié la PlayStation et 4 jours après sa vente, j'ai reçu un message sur eBay de l'acheteur. Il m'a dit qu'il avait récemment déménagé et avait oublié de mettre sa nouvelle adresse sur son compte eBay. Ensuite, il m'a demandé d'envoyer la PlayStation à la bonne adresse à la place. J'ai répondu en lui disant que j'avais déjà expédié la PlayStation plusieurs jours auparavant et qu'il était trop tard. Le gars a paniqué en disant que je devais lui rembourser car il ne la recevrait pas. Je lui ai dit qu'il aurait dû s'en rendre compte soit avant de l'acheter, soit le premier jour. Que devais-je faire? Attendre son accord pour l'expédier? Normalement, les gens veulent que les choses soient expédiées le plus rapidement possible après les avoir achetées. Il a dit qu'il allait me signaler à eBay. Mais cela ne m'a pas vraiment effrayée, car je savais que je n'avais rien fait de mal. Je lui ai dit que le colis porterait son nom, donc il n'avait qu'à aller à son ancienne adresse pour le récupérer, ou alors contacter la personne qui y vit maintenant et lui demander de lui renvoyer. À mon avis, c'était une solution très logique. Évidemment, s'il était à la mauvaise adresse, il y avait un risque que quelqu'un le vole. Mais je l'avais envoyé dans une boîte où il n'était pas évident d'identifier que c'était une PS5. Le gars ne semblait pas penser que mes suggestions étaient bonnes. Il m'a juste dit qu'il avait besoin d'un remboursement et il a continué à me menacer en disant qu'il ferait bannir mon compte eBay. Je lui ai dit que je n'allais pas lui rembourser. Au cours des jours suivants, le gars n'a pas cessé de me harceler en m'envoyant des messages. Il continuait de dire que je devais lui rembourser. Il voulait vraiment récupérer son argent, mais je n'allais pas le lui donner. Je l'ai simplement ignoré. Environ une semaine plus tard, alors que je regardais certains des messages qu'il m'avait envoyés, j'ai décidé de le chercher juste pour le plaisir. Son nom d'utilisateur semblait être son vrai nom. C'était un prénom, un trait de soulignement, puis un nom de famille et une série de chiffres. Le nom de famille était plutôt unique, donc j'ai pensé que je pourrais le trouver. Je voulais savoir à quoi ressemblait ce type qui me harcelait tant. Je suis allée sur Facebook et j'ai rentré son nom. Un seul résultat est apparu. C'était un homme assez jeune. Sa page était publique, donc je pouvais voir tout ce qu'il publiait et tout ça. J'ai fait défiler un peu et j'ai vu un post qui m'a presque soufflé. Il avait posté une photo du PS5 avec une légende « Vient de recevoir ce petit bijou par la poste. Contactez-moi si vous voulez jouer à Call of Duty. » Figurez-vous que la PS5 ressemblait exactement à celle que j'avais vendue. Et elle était datée de seulement 3 jours après que j'ai envoyé la PS5, et le même jour où le gars m'avait dit qu'il avait donné la mauvaise adresse. Ce type essayait totalement de m'arnaquer. C'était une tentative assez mauvaise pour être honnête. J'ai pris une capture d'écran du post et je lui ai envoyé sur eBay. Le gars a prétendu que ce n'était pas lui,
Puis il est revenu sur ses pas et a dit que c'était la PS5 de son ami, pas la sienne. Puis il est encore revenu sur ses pas une nouvelle fois et m'a traité de tous les noms. Après cela, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. J'achète régulièrement des choses sur eBay. J'ai acheté des choses allant des jeux vidéo au téléphone et même des ordinateurs. J'ai aussi vendu quelques articles également. Cette histoire s'est passée juste l'année dernière. L'anniversaire de ma mère approchait et je voulais lui acheter un nouveau téléphone car celui qu'elle utilisait était vieux et lent. Elle utilise un iPhone. Je pense qu'elle avait un modèle 7 ou 8 ou quelque chose comme ça. Je cherchais des modèles plus récents et je cherchais vraiment à trouver une bonne affaire. J'aurais dû juste payer un prix juste et en racheter un chez l'une de ces entreprises qui les remettent à neuf. Comme ça, vous savez ce que vous obtenez et tout est géré de manière professionnelle. Mais au lieu de cela, je me suis laissé emporter en essayant d'obtenir la meilleure affaire. Je parcourais constamment les dernières annonces et enchères. J'en ai trouvé une qui était vraiment intéressante. Elle était vendue pour environ 100 $ de moins que ce à quoi je m'attendais pour le téléphone. C'était quand même plusieurs centaines de dollars. Il y avait plusieurs photos du téléphone dans ce qui semblait être la maison de la personne dans l'annonce. Le vendeur a dit qu'il fonctionnait parfaitement, mais qu'il avait obtenu un autre téléphone et n'en avait plus besoin. Ça avait l'air légitime, et j'ai regardé le vendeur, et il n'avait aucun autre article à vendre, mais avait un taux de satisfaction de 99%. Quand j'ai vu où se trouvait le vendeur, j'ai remarqué que c'était dans une ville très proche de la mienne, à seulement 30 minutes de là. Cela signifiait que cela ne prendrait probablement qu'un jour ou deux pour l'expédier. J'ai décidé de l'acheter et j'étais vraiment content de l'argent que j'allais économiser. Quelques jours plus tard, le téléphone est arrivé par la poste. Mais dès que je l'ai déballé, j'ai réalisé que j'avais été arnaqué. Le téléphone que j'ai reçu n'avait rien à voir avec celui que j'avais acheté. C'était l'un de ces téléphones Android bon marché que l'on peut acheter pour environ 40 $ chez Walmart. Je ne pouvais vraiment pas le croire. Je suis allée sur eBay et j'ai comparé ce que j'avais acheté avec ce que j'avais reçu. Je m'étais vraiment fait avoir. J'ai contacté le vendeur en demandant des explications, mais je n'ai pas eu de réponse. Après ne pas avoir eu de nouvelles de lui, j'ai contacté eBay et j'ai signalé son profil également. J'ai vu qu'il y avait maintenant une autre annonce pour le même téléphone que j'avais acheté. J'ai laissé un commentaire négatif pour prévenir les autres et leur dire ce qui s'était passé. J'espérais que personne d'autre ne se ferait avoir par son arnaque. Après plusieurs jours à essayer de contacter le vendeur et à communiquer avec eBay, les choses se sont enfin arrangées. J'ai pu obtenir un remboursement de ma banque et on m'a dit que le compte avait également été suspendu. J'ai pu acheter à ma mère un véritable iPhone pour son anniversaire. J'étais toujours en colère contre ce qui s'était passé. Mais peu de temps après avoir découvert que le compte avait été banni, je pense la même nuit ou la suivante, c'était tard dans la nuit et j'étais littéralement au lit sur le point de m'endormir, j'étais sur mon téléphone jusqu'à ce que je sois fatiguée. Il devait être un peu après minuit, et c'est là que soudain j'ai entendu un bruit fort à l'arrière de ma maison. À ce moment-là, je louais une petite maison dans laquelle je vivais seule. Je suis sortie de mon lit et je me suis dirigée vers l'entrée. Le bruit venait de l'arrière de ma maison, de l'autre côté. Puis j'ai entendu à nouveau, suivi d'un autre bruit qui provenait de la fenêtre de la cuisine à l'arrière de la maison. Ma chambre était à l'avant de la maison, donc c'était un peu loin, mais je pouvais quand même entendre très clairement la cause du bruit. Quelqu'un était là. J'ai entendu la personne commencer à frapper la fenêtre à plusieurs reprises. Je n'ai pas perdu de temps et je suis retournée dans ma chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la police. Je leur ai dit que cela semblait être quelqu'un qui essayait de cambrioler ma maison. Peu de temps après, j'ai entendu du verre se briser. Ils avaient réussi à entrer. J'ai informé la police et ils m'ont dit que des agents devraient arriver bientôt. Puis j'ai entendu d'autres bruits forts, cette fois-ci à l'intérieur. On aurait dit que celui qui était à l'intérieur détruisait tout ou frappait tout ce qu'il y avait à l'intérieur.
J'entendais du verre se briser, des chaises tomber et d'autres bruits forts. Cela a duré environ 1 minute d'affilée, puis tout s'est arrêté. Tout est devenu très silencieux après que j'ai entendu un peu de bruit venant de l'arrière de la maison, comme si quelqu'un marchait. Puis cela s'est arrêté aussi, et tout est devenu complètement silencieux. Je suis restée dans ma chambre jusqu'à ce que la police arrive. Quand je suis sortie de ma chambre, j'ai vu que tout dans ma cuisine avait été mis sans dessus-dessous. La fenêtre de derrière était cassée. Il y avait du verre partout et beaucoup d'autres choses étaient par terre. Plusieurs assiettes et tasses avaient été cassées. Ma table et mes chaises de cuisine étaient toutes renversées. Beaucoup de choses du placard étaient par terre et j'ai vu beaucoup de bosses dans les placards et les meubles. Ils avaient essentiellement saccagé ma cuisine, puis étaient partis. J'ai tout raconté à la police et ensuite ils sont partis. Je suis restée chez mes parents pour le reste de la nuit et toute la semaine suivante également. Ma fenêtre a été remplacée et j'ai acheté de nouveaux meubles. Je n'ai vécu dans cette maison que pendant quelques mois après cet incident, car j'ai déménagé après. Mais malheureusement, je n'ai jamais su qui avait saccagé ma maison. Je suppose que c'était suite à cette histoire sur eBay. Ils ont dû être énervés que leur compte soit supprimé à cause de mon signalement d'arnaque. D'ailleurs, ils avaient mon adresse, donc forcément, j'ai fait le lien. J'espère que grâce à cela, au moins, plus personne ne se fera avoir par ce genre d'individu. Mais honnêtement, je reste traumatisée. La pandémie a forcé beaucoup de gens à chercher de nouveaux emplois et d'opportunités, surtout pendant le début de la crise économique. Uber Eats, DoorDash, Amazon, tous ont connu une augmentation folle du trafic lorsque les villes ont ordonné aux gens de rester à l'intérieur. De nombreux endroits considèrent les livreurs comme des travailleurs essentiels, ce qui m'a permis de continuer à travailler pendant plusieurs mois instables tout au long de la pandémie. Je suis devenue livreur par nécessité à l'époque, mais je devais toujours le faire à temps partiel le week-end. Mon histoire se déroule en 2020, à une époque où personne ne savait vraiment ce que l'avenir nous réservait. J'ai travaillé pour une grande entreprise de livraison dans l'une des plus grandes villes des États-Unis à l'époque. J'étais constamment en retard d'au moins une journée de livraison, voire plus. Les grèves se multipliaient, les gens commandaient plus de choses que jamais auparavant. C'était beaucoup à gérer. Et cela avait créé un environnement de travail très stressant. Un jour, j'ai vu un mème disant que tout ce que nous faisions, c'était uriner dans des bouteilles d'eau et perdre des colis. Honnêtement, c'était l'âge d'or des mèmes de livraison. En raison de mon retard sur ma tournée, j'ai commencé à faire des heures supplémentaires presque tous les jours. Au lieu de livrer de 9h à 17h, je commençais à 8h le matin et je continuais jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Généralement vers 19h. Peut-être un peu plus tard si j'avais bu un Red Bull ce jour-là. C'était l'un de mes derniers colis pour la nuit et je me souviens avoir pensé que je pourrais simplement attendre le matin et que ce serait ma première livraison du lendemain. J'avais vraiment faim et je voulais juste me détendre. Mais la destination était proche. Je suis quelqu'un de déterminé, alors j'y suis allée. Le colis n'était pas plus gros que mon poing. Il ne passerait donc pas la nuit dans mon camion. Je regrette de ne pas avoir été plus conciliant et de ne pas être rentré chez moi comme je le voulais. L'étiquette de travailleur essentiel me montait à la tête. Je me gare devant cet immeuble d'appartement et je vois des contours de lignes de craie sur le comptoir, du ruban de sécurité flottant dans la brise, pas littéralement, mais vous comprenez ce que je veux dire. Des groupes de gars patrouillant dans le parking, traînant dans un coin sombre, des gros chiens aboyant derrière chaque petite grille, des trous de balles dans certaines voitures. Je suis dans une grande ville et certains endroits sont louches, presque morbides. Je scanne le colis dans ma main, je quitte le camion et je cherche l'adresse réelle. De ce que je peux voir, il semble être dans un appartement au rez-de-chaussée. Dieu merci, je n'ai pas à monter 10 étages d'escalier juste pour remettre ce colis. Ce truc en vrac, comme du pomme à lèvres ou quelque chose du genre.
Je verrouille le camion derrière moi, juste pour être prudent, on ne sait jamais. Il n'y a rien dedans à voler, mais ce quartier ne vaut pas la peine de risquer de jouer. Après avoir parcouru les lieux, je trouve le bâtiment où il se trouve et enfin l'unité. C'est un appartement d'angle miteux avec toutes les fenêtres couvertes de sortes de trucs bizarres. Papier d'aluminium, affiches de films, boîtes de nourriture comme des céréales. Vous voyez le genre. Tout cela bloque la lumière de ce trou. Je ressens un drôle de sentiment dès que je le vois. Mais, hé, je suis presque sortie d'ici. Je marche autour de l'avant et je trouve un type adossé à un arbre en train de fumer une cigarette. Je lui fais un signe de tête courtois auquel il répond par un salut à 2 doigts. L'échange standard entre gars dans ma ville. Je tourne les talons et m'approche de la porte d'entrée. J'ai déjà décidé que je ne veux plus être ici. Alors je sonne et place le colis par terre. Alors que je me redresse, la porte s'ouvre brusquement devant moi, avec cette énergie agitée. C'est le cauchemar de chaque livreur de tournée. Le destinataire irrité, paniqué, là pour vous coincer comme s'ils étaient des flics. En me redressant, je peux voir que c'est différent. Ce gars est vraiment maigre, à moitié habillé et juste couvert de ce que je suppose être des traces de piqûres. Sale, non lavé. Le salon derrière lui était dégoûtant. Nous nous regardons, je dis bonjour, puis je me tourne pour partir. « Mais alors, mec, je t'ai attendu toute la journée !» me crie-t-il. Je me suis arrêtée net. Je n'ai aucune idée de ce que ce gars raconte. J'ai montré le colis, en le pointant du doigt et disant qu'il devait sûrement parler de ça. Et là, il a dit « Je t'ai vu le jeter contre la porte, il est probablement cassé !» Je commence à argumenter, mais tout cela semble être une arnaque. Le type derrière moi en train de fumer une cigarette est un ami du gars de l'appartement. Le gars de l'appartement dit « Hé, tu l'as vu faire ?» Et bien sûr, le gars à la cigarette hoche la tête et dit « Ouais, j'ai tout vu !» Et maintenant, ça devient un véritable problème. Pas seulement eux qui essaient de me signaler ou quelque chose comme ça, mais être entouré de criminels potentiellement dangereux qui me coincent dans un couloir. Ils essaient de m'entraîner à l'intérieur de l'appartement pour régler tout ça, mais j'ai mon propre protocole à suivre. Et tout en haut de la liste est de ne jamais me faire forcer à aller quelque part, surtout en tournée. Le gars de l'appartement sort un pistolet de sa poche de pantalon et le pointe droit sur mon visage. La conversation s'arrête et nous nous regardons tous en attendant. Il me demande de reconsidérer d'entrer et que tout cela est juste un gros malentendu. Le gars à la cigarette saisit mon coude et me guide à l'intérieur. Mon cœur bat la chamade à ce stade. Tout peut arriver. Après nous être retrouvés dans le salon et avoir fermé la porte, toutes mes suspicions sont confirmées. Cet endroit est une maison de crack sans aucun doute. Et ces 2 clowns sont un couple de dealers, exactement là où je ne veux pas être. Le gars remet son pistolet en place pratiquement dès qu'ils ont verrouillé la porte. Il avait même l'air nerveux de l'avoir sorti, ce qui m'a soulagée. Je n'aime pas vraiment qu'on le brandisse comme ça non plus. La partie la plus effrayante était en fait la porte. Une fois qu'ils m'ont fait entrer, toute la situation s'est transformée en un épisode de série. Ils ont essayé d'appeler mon bureau pendant 15 minutes, mais ils étaient tellement défoncés qu'ils ne pouvaient même pas regarder le téléphone pendant plus d'1 minute pour taper le numéro et appuyer ensuite sur la touche d'appel. D'après ce que j'ai compris, ces gars-là ont épuisé leurs réserves de peu importe ce dont ils étaient réellement accros et comblé leurs envies avec tout ce qu'ils pouvaient trouver. N'importe quoi. Pour dire que ce gars-là était défoncé, c'était un euphémisme. Ils avaient l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, vivant sur les vapeurs de ce qui restait au fond de leur sac. C'est alors qu'ils ont imaginé l'arnaque qu'ils essayaient de mettre en place. Comme tout le monde, ils avaient vu des dizaines de vidéos en ligne de livreurs imprudents, jetant des colis par-dessus des clôtures et des trucs comme ça. Alors, ils ont commandé quelque chose de petit et bon marché sur Amazon, puis attendu avec impatience devant la porte pour le recevoir. Ils voulaient simplement accuser un innocent livreur et s'attendaient à une petite indemnisation en plein milieu de la nuit. Je me demande combien de temps ce gars avait été adossé à l'arbre à m'attendre. Ils étaient complètement fous. Mais c'était en fait assez amusant. Ils pensaient qu'ils allaient obtenir un paiement quelconque au milieu de la nuit.
Comme si nous, les livreurs, avions un peu d'argent de secours, juste au cas où nous cassions quelque chose. Je ne comprenais pas vraiment la logique, mais j'appréciais leur désespoir. Je les ai un peu encouragés, juste pour voir jusqu'où ils iraient réellement, jusqu'à quel point ils inventeraient tout ce délire pour justifier tout ça. Essayer de les faire se concentrer juste sur le téléphone était la partie la plus drôle. J'ai dû le faire avec prudence. Ces gars-là m'avaient quand même forcé à entrer chez eux et ils avaient un pistolet. Alors, ce n'était pas que du plaisir et des jeux. Quelque chose a attiré leur attention à l'arrière de l'appartement. Leurs têtes se sont tournées et ils ont réagi à quelque chose que je ne pouvais ni voir ni entendre. Je suppose que c'était juste des hallucinations typiques dues à leur éveil prolongé. Quoi qu'il en soit, ils pensaient tous les deux entendre quelqu'un entrer par effraction et se faufiler dans la chambre à coucher à l'arrière. L'un d'eux retournait les tiroirs de la cuisine à l'envers, à la recherche d'une lampe de poche, tandis que l'autre gars criait simplement, gardant un œil sur le couloir sombre devant lui. Ils n'ont pas trouvé de lampe de poche, mais ils tenaient tous les deux des téléphones portables et cela semblait être un peu ma chance. Je leur ai dit que leur téléphone avait une lampe de poche. Ils devaient juste l'allumer. Ils sont devenus fous en réalisant cela et ont frénétiquement allumé leur lumière. Ils m'ont dit de surveiller la porte d'entrée et de garder un œil sur leurs arrières. J'ai hoché la tête comme si nous étions de vieux camarades de guerre et que je ne les laisserai jamais tomber. Alors qu'ils descendaient le couloir et vérifiaient les pièces, je me suis lentement dirigée vers la porte et déverrouillé le verrou. La dernière chose que j'ai vue était la lueur des téléphones portables contre le mur sombre et les silhouettes tremblantes de pistolets allant d'une pièce à l'autre. Un chaos absolu. Je n'étais pas encore sortie d'affaires, je devais encore retourner à mon camion dans le complexe louche et ensuite me frayer un chemin hors des bas-fonds et retourner en ville. Il était beaucoup plus tard que je ne le pensais et tout ce que je voulais c'était rentrer chez moi. Je suis passée de la marche à la course légère pour ne pas attirer trop l'attention. Tout se passait bien jusqu'à ce que j'arrive sur le parking. C'est là où j'ai entendu quelque chose derrière moi. Je ne sais toujours pas exactement ce que j'ai entendu, mais ça sonnait comme quelqu'un qui court vers moi. Alors je me suis retournée, mais il n'y avait personne. Tout va bien, maintenant j'entends des choses moi aussi. Alors que je me retourne vers le parking, je tourne juste à temps et je me heurte à l'antenne inclinée de l'une des voitures qui m'est la plus proche. Elle avait été pliée à la base, alors elle dépassait au lieu de rester droite. Cette antenne était aussi parfaitement à la hauteur de mes yeux, et elle a poussé juste sous le couvercle et juste derrière mon œil réel. J'ai harponné mon propre visage dans une course folle pour sortir de cet endroit. Il n'y a aucune grâce dans cette réaction. Dans une panique, je me suis précipitée à l'arrière pour m'éloigner de ce qui causait la douleur, seulement pour m'infliger une blessure pire. Cette antenne avait une petite boule à l'extrémité que je pouvais sentir mettre la pression contre mon œil. Cette tige de métal devait être à l'intérieur de mon œil d'au moins 1 ou 2 centimètres lorsque je me suis tirée en arrière. Tout a glissé dans le sens inverse de l'entrée, exactement comme c'était entré, et la douleur était au-delà de toute mesure. Des gouttes de sang commençaient maintenant à couler de la base de mon œil. J'étais coincée à moins de 15 mètres de la sécurité de mon camion de livraison. Mais je ne peux pas voir les clés pour ouvrir la porte. J'ai titubé vers l'arrière et je me suis assis sur le pare-choc, tenant juste mon œil et priant pour qu'il ne tombe pas. Après environ 45 minutes, ma vision s'est un peu éclaircie, mais la douleur était toujours explosive. J'ai réussi à retourner dans le camion et à conduire lentement vers ma maison. Nous n'étions pas obligés de les retourner si nous étions en retard. Nous les échangeons simplement contre un tout nouveau camion entièrement chargé le matin. Mon œil, heureusement, n'est pas tombé, mais il a dû subir des visites assez complexes chez le médecin pendant environ 18 mois après cela. J'aime penser que ces drogués sont toujours barricadés dans cet appartement à la recherche d'un cambrioleur fantôme. Ils ne se souviennent probablement même pas de m'avoir pris en otage. Il y a longtemps, avant qu'Internet ne soit quoi que ce qu'il est aujourd'hui, je travaillais dans une pizzeria par chez moi. Je n'avais que 17 ans à l'époque, mais c'était un emploi sympa et le personnel et la direction s'entendaient bien. Et je vous assure que je dis pas ça comme ça, c'était vrai. L'une de nos serveuses était une jeune femme charmante, nous l'appellerons Britney dans cette histoire. C'était le genre de personne indépendante. Elle ne possédait pas de voiture et elle marchait pour aller travailler.
Et le soir pour rentrer, elle se faisait conduire par d'autres collègues après son service. Elle travaillait généralement tard le soir et elle fermait la pizzeria vers 22h et elle partait habituellement vers 23h après le nettoyage. Je lui proposais souvent de la conduire chez elle les soirs où je ne venais pas travailler à vélo et parfois elle faisait même de l'autostop si personne ne pouvait la conduire. Elle était assez intrépide mais elle gardait toujours du spray au poivre sur elle avec un petit couteau juste au cas où. Un vendredi soir chargé, nous avons terminé le nettoyage après le service vers minuit. Nous étions tous les deux les derniers à la fin. Il y avait aussi la propriétaire, mais elle était dans son bureau à compter la caisse et à répertorier les factures. Rappelez-vous, c'était avant les ordinateurs, donc tout devait être fait à la main avec une calculatrice, des crayons. Enfin bref, ce jour-là, j'avais pris mon vélo car il faisait vraiment beau dehors pour la première fois depuis des semaines. Et c'est la propriétaire qui s'est proposée pour ramener Britney chez elle. Elle lui a juste dit qu'il fallait attendre que le comptage soit terminé, ce qui prendrait environ 1 heure de plus. Mais Britney a décidé de ne pas attendre et elle a dit qu'elle se débrouillerait pour rentrer chez elle. Nous avons tous les deux essayé de la dissuader de le faire et je lui ai dit qu'elle ne pourrait même peut-être pas trouver un véhicule à cette heure-là. À ça, elle a juste ri et elle m'a dit « Tu sais, je suis une fille jolie avec de belles jambes, quelqu'un va forcément s'arrêter et tu sais, j'ai mon kit de défense. » Bon, honnêtement, je ne pensais pas que son petit couteau aurait pu même couper une pomme, mais c'est vrai, elle avait quelque chose et le spray au poivre qu'elle utilisait serait peut-être efficace s'il lui arrivait quelque chose. Je l'ai accompagnée dehors et nous avons discuté un moment sur le parking. Elle plaisantait en disant qu'elle pouvait s'asseoir sur mon guidon pour que je la ramène chez elle. Bien sûr, j'ai rigolé parce que ce n'était même pas une option dans ma tête, donc on a ri tous les deux et je lui ai proposé de rester avec elle par contre, jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un, mais elle a refusé en disant que personne ne s'arrêterait si elle la voyait avec un autre gars en vélo, et c'est vrai qu'elle avait raison, mais j'ai essayé de l'aider comme je pouvais. Nous sommes donc dit au revoir et nos chemins se sont séparés. Elle n'est pas venue travailler le jour suivant comme prévu, c'était le lundi suivant il me semble, ce qui était très inhabituel. Elle n'était jamais en retard et elle n'avait jamais manqué le travail sans prévenir. Quelques jours plus tard, sa mère est venue en panique demander si sa fille était venue travailler dernièrement. Elle n'était pas rentrée chez elle et elle n'avait pas appelé depuis vendredi soir. Si elle rentrait tard ou restait quelque part, Britney appelait toujours sa mère. Nous étions tous un peu paniqués. Sa mère a finalement signalé sa disparition et la police est venue nous interroger, à la fois moi et la propriétaire, à propos de ce vendredi soir. La propriétaire étant une femme d'âge moyen et moi un gamin de 17 ans un peu bête, ça ne les intéressait pas beaucoup en tant que suspect potentiel, ou même en tant que personne d'intérêt dans cette enquête. Mais après le départ des agents de police, les moqueries ont commencé au travail. Les employés du restaurant peuvent être un groupe difficile en général, surtout le personnel de cuisine que je trouve un peu étrange. La plupart du temps, ils ont un sens de l'humour très sombre et difficile à cerner, du moins ceux avec lesquels je travaillais. Mais voilà, ils me faisaient des remarques et cela a continué durant des jours et des jours. Et les choses ne se sont pas arrangées lorsque cela est devenu évident que j'étais la dernière personne à avoir vu Britney vivante. Les flics sont revenus dans la pizzeria et ils m'ont interrogée à nouveau ainsi que mes parents, ce qui les a bien sûr affolés. Enfin, environ 1 semaine après sa disparition, un collègue me harcelait vraiment à ce sujet, disant aux serveuses de ne plus trop s'approcher de moi parce que sinon elle pourrait disparaître comme Britney. J'en ai finalement eu assez de ces remarques sournoises après qu'il m'ait demandé sarcastiquement « Où est-ce que t'as caché le corps ?» Je me suis retournée et je lui ai répondu sèchement « Au fond du lac, tu veux la rejoindre ?» Bien sûr, quand j'ai dit ça, tout le monde a eu une réaction de surprise et nous a regardés. À 17 ans et un peu bête, j'ai dit « Ouais, je l'ai mise sur le porte-bagages, je suis allée jusqu'au barrage et je l'ai jetée là-bas. Maintenant, fermez-la et laissez-moi tranquille. » Tout le monde était choqué. Il a fini par m'insulter de quelques noms et nous sommes finalement retournés à nos tâches. Et le lendemain, le corps de Britney a été retrouvé dans le réservoir. Elle avait été agressée et poignardée à mort. Il y avait une raison pour laquelle son corps n'avait pas été retrouvé plus tôt, mais je ne peux plus me souvenir de pourquoi. Mais inutile de dire que les flics sont devenus beaucoup plus intéressés par moi après la remarque sarcastique que j'avais faite à mes collègues, où j'ai involontairement prédit presque exactement la manière dont son corps serait découvert. Ils ont fait venir mes parents au poste et j'ai été interrogée à nouveau, sans mon avocat d'ailleurs. À l'époque, à moins qu'une arrestation ne soit imminente, un mineur pouvait être interrogé sans avocat tant qu'un parent était présent. Mais comme le barrage était à environ 20 minutes de voiture du restaurant,
J'ai été rapidement éliminée en tant que suspect. Peu de temps après, ils ont arrêté un homme qu'ils soupçonnaient dans une affaire similaire l'année précédente et il a fini par avouer les 2 meurtres en échange d'une peine de prison à vie. De toute évidence, il n'y avait aucun lien entre lui et moi, mais je me sentais toujours terrible. Lorsque je suis allée au mémorial de Britney, je me suis simplement assis à l'arrière, tranquillement. À ce stade, la nouvelle s'était répandue sur ma blague morbide qui s'était avérée vraie malheureusement. Je n'ai pas assisté aux funérailles parce que je ne voulais pas bouleverser sa famille. Et quelques années plus tard, j'ai trouvé du travail dans un nouvel endroit, une station-service, où j'ai eu le malheur de vendre du carburant à un pyromane pour qu'il mette le feu à sa propre maison, mais ça c'est une autre histoire. Il y a presque 2 ans, j'avais 26 ans à l'époque. J'étais à Washington pour une sorte de vacances, visitant ma fiancée de l'époque, que nous appellerons Sarah pour les besoins de cette histoire. C'était pour une cérémonie de remise de diplôme à l'issue de sa formation de base. C'était un grand événement pour sa famille et elle m'avait demandé d'être là pour elle. J'ai donc dit oui, pourquoi pas, et j'ai réservé un vol. J'arriverai 1 semaine avant le reste de sa famille pour qu'elle et moi puissions passer du temps ensemble, juste tous les deux, avant qu'elle ne soit trop occupée avec toute sa famille pour l'occasion. Et donc on est restés ensemble à l'hôtel pendant ce temps. Et finalement, nous avons décidé de sortir et d'aller explorer certains des sites historiques à proximité de Washington. Je n'y étais jamais allée auparavant, donc l'idée a éveillé mon intérêt. Une fois arrivés sur place, nous avons passé environ 4 heures à marcher et à voir tous les sites, du mémorial Lincoln au monument de Washington, en passant par le bâtiment du Congrès et puis même la Maison Blanche. C'était une expérience très amusante et excitante pour moi de voir tous ces endroits, car j'avais raté une excursion quand j'étais au lycée pour aller les visiter, et Sarah aussi semblait avoir passé une bonne journée. Enfin voilà, nous sommes tout simplement amusés ce jour-là. Après avoir finalement décidé que nous avions assez marché et que nous étions prêts à rentrer à l'hôtel, nous avons utilisé l'application Uber pour appeler une voiture. Nous l'avions déjà utilisée pour venir et nous n'avions eu aucun problème, alors nous avons décidé de l'utiliser à nouveau pour le retour. Sarah a fait la demande sur son téléphone pendant que je m'asseyais à l'ombre et que j'attendais. J'étais assez fatiguée après toute la marche que nous avions faite et je sentais que j'étais prêt à rentrer à l'hôtel pour une bonne sieste. Finalement, après environ 10 minutes d'attente, une voiture s'est arrêtée devant nous. Sarah m'a mentionné que ça devait être notre Uber car l'endroit où il s'était arrêté n'était pas une place de parking. Je me suis levée et je l'ai suivie jusqu'à la voiture. Elle a ouvert la porte arrière et est entrée la première en demandant au chauffeur « Vous êtes le chauffeur Uber, n'est-ce pas ?» Il a fait un léger signe de tête sans rien dire et moi je l'ai suivi dans la voiture, fermant la porte derrière moi. Maintenant avec du recul, je réalise à quel point nous avons été stupides. Nous aurions dû demander au chauffeur le nom ou même le vérifier sur son application. Je n'avais pas accès à tout cela moi-même car c'était Sarah qui avait fait la demande sur son téléphone, donc aucune de ces préoccupations ne m'est venue à l'esprit à l'époque. Alors que nous étions tous les deux assis à l'arrière de la voiture, qui était une camionnette grise, le chauffeur n'a pas dit un mot. J'ai trouvé cela un peu étrange car tout autre chauffeur nous aurait au moins salué ou même confirmé notre nom ou l'adresse où on allait être conduit. Mais lui, il n'a rien dit. Le véhicule a commencé à avancer sans que le chauffeur ne nous adresse la moindre parole, à part ce bref signe de tête qu'il avait fait à Sarah, mais j'ai remarqué à quel point c'était étrange. Mais pour autant, je n'ai rien fait. J'étais tellement fatiguée, je n'avais vraiment pas envie d'essayer d'engager la conversation avec lui, j'ai juste posé ma tête en arrière et j'ai simplement fermé les yeux. J'ai alors senti une petite tape sur mon bras de la part de Sarah. Après ce qui semblait être seulement 5 minutes de trajet, j'ai ouvert les yeux et je l'ai regardée. Elle ne m'a pas parlé, mais j'ai pu voir sur son visage une expression inquiétante, ce qui m'a fait me demander ce qui la préoccupait exactement. Elle a ensuite pointé son téléphone qui montrait l'itinéraire que le Uber allait emprunter pour nous ramener à l'hôtel. Il m'a pas fallu longtemps pour réaliser que nous nous dirigions dans la direction opposée. J'ai pu voir la couleur du visage de Sarah se décolorer peu de temps après. Une notification est apparue sur son téléphone disant que notre Uber était arrivé, suivi d'un message du chauffeur demandant où est-ce que nous étions. La photo qui est apparue sur le téléphone de Sarah ne correspondait pas du tout au conducteur de la camionnette. Mon cœur a fait un bond, je savais alors que nous nous étions mis dans une situation qui pouvait mal finir. J'ai longuement regardé vers le chauffeur, mais je n'ai rien dit. Je ne savais pas quelles étaient ses intentions, ni ce dont il était capable, et honnêtement, je ne voulais pas le découvrir. Je savais juste à ce moment-là que je devais nous sortir tous les deux de cette voiture. Je me suis penchée en avant et j'ai dit à l'homme que nous avions changé d'avis et que nous serions d'accord pour descendre là où nous étions.
C'était une tentative pour nous sortir de cette situation sans alarmer l'homme que nous savions. Il m'a regardé dans le rétroviseur pour la première fois depuis que nous étions montés dans la voiture. J'ai capté son regard. Il m'a fixé sans dire un mot pendant ce qui semblait être une éternité. En réalité, cela a duré environ 10 secondes, mais il n'a pas arrêté la camionnette et il n'a rien dit en réponse à ma demande. Il a simplement continué à conduire comme si je n'avais rien dit. Bon, évidemment, vu la situation, ma patience avait ses limites. Je savais que ce que cet homme avait prévu pour nous n'était pas bon. Alors j'ai fait la seule chose à laquelle j'ai pensé sur le moment. J'ai sorti de ma poche mon couteau de poche que j'avais toujours sur moi. J'ai ouvert la lame et sans perdre une seconde de plus, j'ai dit au conducteur « Nous savons que vous n'êtes pas le conducteur Uber. Je ne sais pas quel est votre plan, mais j'ai un couteau et si vous ne vous arrêtez pas immédiatement, je vous plante tout de suite. » Les yeux du conducteur se sont rapidement posés sur moi à nouveau dans le rétroviseur et j'ai su qu'il pouvait me voir en train de tenir le couteau dans ma main. Il a alors rapidement arrêté la camionnette et j'ai entendu les portes se déverrouiller. Sarah et moi, nous n'avons pas perdu de temps. On est sortis aussi vite que possible et dès que nous étions tous les deux dehors, l'homme a accéléré et a disparu. Nous avons pris un moment pour nous ressaisir. Sarah faisait une crise de panique et moi j'essayais toujours de comprendre ce qui venait de se passer. Sarah a rapidement sorti son téléphone et a répondu à notre véritable chauffeur Uber, lui indiquant notre emplacement. Elle lui a demandé s'il voudrait bien venir nous chercher. Il a accepté, il est arrivé quelques minutes plus tard et cette fois, nous nous sommes assurés que c'était bien lui. Nous lui avons tout raconté, il nous a alors informé de quelque chose qui nous a glacé le sang. Il nous a dit qu'il y avait récemment eu plusieurs cas de gens qui se faisaient passer pour des chauffeurs Uber dans le coin et il était facile de trouver de nombreux touristes comme nous qui ne réfléchiraient pas à 2 fois avant de monter dans la voiture en pensant que c'était le Uber. Le gars nous a dit que nous avions eu beaucoup de chance de nous en sortir. Nous sommes rentrés à l'hôtel sans problème et nous avons rapidement signalé cet incident à la police locale. Nous avons donné la description du chauffeur inconnu et de sa camionnette. La police nous a dit qu'elle nous appellerait si elle avait besoin de nous, mais nous n'avons jamais eu de nouvelles d'eux, donc je suppose que l'homme n'a jamais été attrapé ou même retrouvé. Cela me préoccupe sincèrement parce que je me dis qu'il est peut-être toujours là-bas en train de se faire ça à quelqu'un d'autre. Encore une fois, j'ai réalisé à quel point nous avons été stupides tous les deux de ne pas avoir vérifié le véhicule avant d'y monter, mais que ceci soit un rappel à vous tous qui écoutez mon histoire. Vérifiez toujours et restez vigilants. Cette histoire s'est déroulée en septembre 2007. J'habite à Lyon, en France, et j'avais 18 ans à l'époque. Je prenais un train pour rentrer chez moi depuis le sud de la France. J'avais rendu visite à mes grands-parents à la campagne avant de commencer ma première année à l'université. Je suis partie un dimanche vers 19h et j'ai pris un train intercité. Voici un détail qui sera important plus tard. C'était l'un de ces vieux trains à porte battante, ce qui signifie qu'il était possible d'ouvrir la porte pendant que le train était encore en mouvement, peu importe sa vitesse, et il semblait aussi que le train n'avait pas de caméra. Une fois à bord du train, il était principalement vide, comme prévu, vu qu'il était tard. Il n'y avait pas de climatisation, mais je ne pouvais pas me permettre d'acheter un billet de TGV, alors je devais me contenter de ce trajet. Environ 30 minutes après le départ, le train a fait son premier arrêt. 3 hommes louches sont montés à bord et j'ai tout de suite eu un mauvais pressentiment. Les 3 semblaient sortir d'une explosion de mine et me regarder comme si j'étais un steak de bœuf, vous savez, ceux qui coûtent plus de 100 €. J'ai décidé d'aller dans le wagon suivant pour aller aux toilettes, mais dès que je suis sortie, les 3 m'ont encerclé. Ils avaient tous des couteaux et l'un d'eux m'a crié de lui donner tout mon argent. Il m'a dit qu'il me jetterait en dehors du train si je ne le faisais pas. J'étais figée par la peur et sans crier gare, l'un d'eux m'a frappé à l'arrière de la tête. Ils m'ont ensuite traîné vers la porte du train. L'un d'eux l'a ouverte et a essayé de me jeter dehors alors que le train roulait très très vite. À ce moment, la moitié de mon corps était en dehors du train et je luttais de toutes mes forces pour les empêcher de me pousser sur le gravier. Je criais de toutes mes forces pensant que j'allais mourir. Soudain, le train a commencé à ralentir et les 3 hommes m'ont forcé à sortir du train en me poussant et j'ai atterri dans l'herbe près des rails. Je me suis relevée et j'ai commencé à courir. Une fois mon adrénaline redescendue, j'ai alors réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ma jambe, une douleur que je n'avais pas ressentie jusqu'à ce moment. Il s'est avéré que je me suis fracturé la jambe lors de la chute. Un passant m'avait vu être jeté en dehors du train et il a appelé une ambulance quand il a vu la scène. Avant même que je ne m'en rende compte, j'étais à l'hôpital. La police a finalement arrêté ces 3 hommes fous et ils ont été condamnés à 3 ans de prison ainsi qu'à une grosse amende. Oui, je sais,
3 ans de prison pour une tentative de meurtre et dire qu'on est en France. Mais voilà, c'est la vie. Au bout du compte, je suis très reconnaissant d'avoir survécu et surtout d'être en vie. Récemment, une histoire a refait surface dans ma tête et elle est presque devenue un invité indésirable dans mon esprit, alors peut-être que la partager m'aidera à m'en débarrasser une fois pour toutes. C'était en 1986, j'avais 16 ans à l'époque, j'étais à Indianapolis, à la gare Union, c'était autour de Noël ou juste après. En tout cas, j'étais avec ma mère, ma soeur de 2 ans et mon oncle de 21 ans. À cette époque, mon oncle vivait encore à Indianapolis, tandis que le reste d'entre nous vivait dans le sud-ouest de l'Indiana. Nous nous apprêtions à partir et à rentrer chez nous, il faisait très froid ce jour-là, j'étais littéralement emmitouflée dans ma veste, mon écharpe, mes gants, et ma mère, paix à son âme, nous parlait, et il faut savoir qu'elle pouvait réanimer un mort avec tout ce qu'elle pouvait dire. Alors j'attendais juste qu'elle finisse de nous raconter son histoire, et je me souviens qu'il faisait chaud à l'intérieur de la gare, alors j'ai demandé à ma mère si je pouvais sortir quelques instants. Ma mère a acquiescé et je suis sortie. Il n'y avait ni neige ni vent, c'était juste parfait pour me rafraîchir un peu. Pas même 1 minute dehors, juste à côté des portes doubles, une Chevrolet blanche s'est arrêtée. 2 gros hommes avec des coupes en brosse étaient assis sur les sièges conducteurs et passagers. Ils avaient au moins 65 ans et ils pesaient probablement plus de 100 kilos chacun. Je me suis dit qu'ils étaient probablement de notre base militaire locale, mais ce n'était qu'une supposition car immédiatement après m'avoir vue, ils se sont arrêtés au trottoir à mon niveau et ils ont baissé la vitre. L'un d'eux m'a souri et m'a dit « Hey, viens là, j'ai envie de te parler !» Gardez à l'esprit que je n'avais que 16 ans. Si cela arrivait aujourd'hui, les choses seraient bien différentes. Mais adolescente, j'étais très polie, presque docile. J'étais toujours très désolée parce que je pensais avoir fait quelque chose de mal. Et là, j'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il y avait un lampadaire au-dessus de moi et je les ai regardés et j'ai commencé à m'excuser. Je me suis expliquée, j'ai dit « Oh, je suis désolée, c'est pas ce que vous pensez, vraiment ?» À ce moment-là, c'était plus amusant pour moi. Je n'avais pas vraiment réalisé que j'étais en danger. Ils répétaient sans cesse qu'ils voulaient juste me parler et moi je continuais à leur expliquer que non, je n'étais pas une fille des rues et que ce n'était pas ce que ça semblait être, que j'étais désolée de leur avoir donné une mauvaise impression de moi. Il ne m'est pas venu à l'esprit qu'ils n'écoutaient pas un mot de ce que je disais et tout d'un coup, le gars qui était en passager est sorti et il a commencé à s'avancer vers moi comme un chien affamé regardant un bon morceau de steak. Un déclic s'est fait dans ma tête. Je n'étais plus désolée ou embarrassée. J'étais juste saoulée et j'ai crié « Vous n'avez pas besoin de sortir de votre voiture si vous voulez juste me parler. Je peux très bien vous entendre d'ici, hein. » Tout d'un coup, j'ai puisé dans les 70% d'héritage irlandais que j'avais. J'étais assez fière d'avoir montré un peu de courage. Mais l'homme massif ne s'est pas arrêté, il continuait de venir droit sur moi. J'ai filé à l'intérieur où ma mère était toujours en train de parler et en me voyant rentrer paniquée, ma mère et mon oncle ont immédiatement été alarmés. Ils n'avaient pas vu l'homme sortir de sa voiture ni venir vers moi, mais ils pouvaient voir que j'étais effrayée. Je leur ai raconté ce qui s'était passé et mon oncle m'a demandé quelle voiture il conduisait. Je lui ai alors dit une Chevrolet blanche. Ma mère lui a demandé d'aller les retrouver. Il a bondi par la porte et a couru dans la rue à la poursuite de la Chevrolet. Et il a dit quelque chose comme « Sors de ta voiture pour que je puisse te casser les dents ». Ma mère était abasourdie en voyant la scène. Je pouvais aussi voir que ma petite sœur commençait à s'inquiéter, alors j'ai essayé de la calmer. Mon oncle est revenu quelques minutes plus tard, essoufflé et épuisé. Quand il a repris son souffle, il a dit « J'ai presque réussi à les rattraper quand ils sont arrivés à ce feu de circulation au bout du bloc, mais ils ont redémarré juste avant que j'arrive. » Eh bien, franchement, ça a gâché notre voyage à Indianapolis. S'il y a une morale à mon histoire, c'est bien de ne pas laisser vos bonnes manières primer sur votre sécurité. Sérieusement, qui a envie de mourir pour avoir été poli? Arrivé à un ami et à moi alors que nous étions seuls à la maison. À chaque fois que je raconte cette histoire, tout le monde est choqué. C'était l'été 2021, j'habitais avec ma mère à l'époque qui travaillait en tant qu'infirmière autorisée. Vous savez, c'était l'époque du Covid, ce qui signifiait qu'elle avait beaucoup de travail à faire et elle devait s'occuper des patients. Cela faisait qu'elle n'était pas souvent à la maison, et ce qui voulait donc dire que j'avais la maison pour moi tout seul la plupart du temps. Une nuit, ma mère était au travail comme d'habitude et j'étais chez moi, seule, je m'ennuyais à mourir sans rien faire. J'ai donc appelé un ami, Chris, pour lui demander de venir chez moi. Je n'avais pas le droit d'inviter qui que ce soit à venir, mais étant adolescent, jeune, rebelle, je m'en souciais pas vraiment.
Comme Chris habitait dans la ville voisine, il n'a pas tardé à venir et nous avons joué à peu près tous les jeux que j'avais, Call of, GTA. On a mangé plein de snacks et de pizzas pendant ce temps. Au fur et à mesure que la nuit avançait, nous avons commencé à regarder quelques films, mais nous nous sommes rapidement ennuyés, ne sachant pas trop quoi faire. Chris m'a alors proposé de monter à l'étage pour filmer quelques vidéos drôles qu'on allait mettre sur YouTube. Nous ne savions pas vraiment quoi filmer, mais l'idée c'était de commencer avec Chris qui faisait des flips sur le lit, pensant que ça allait être du bon contenu. Gardez à l'esprit que nous étions tous les deux des ados stupides et c'était le genre de truc qui nous faisait marrer. On a continué ainsi pendant quelques temps et puis on est descendu ensuite pour monter les vidéos sur l'ordinateur. Et à ce moment-là, alors que nous téléchargions les vidéos, j'ai remarqué quelque chose dans l'une des images qui m'a semblé étrange. Dans le placard à l'étage, à côté du lit, je pouvais voir quelque chose sur le montant de la porte. Il ne m'a fallu que quelques secondes pour réaliser ce que je voyais. C'était en fait une main enveloppée autour de la porte du placard. « Chris, tu vois ça ?» Dès que je l'ai mentionné, il a eu ce regard de choc sur son visage et il a réalisé que nous n'étions pas seuls dans cette pièce. Aussi effrayés que nous étions, nous avons commencé à entendre des pas descendant les escaliers. J'ai attrapé Chris et je lui ai chuchoté que nous devions partir par la porte de derrière. Alors que nous faisions des petits pas vers la porte, on a vu des pieds descendre lentement les escaliers. Je ne pouvais pas dire qui c'était, mais cela n'avait même pas d'importance pour nous à ce moment. Ce qui importait, c'était de partir, quitter la maison et de nous assurer que nous étions en sécurité. Chris et moi sommes sortis par la porte de derrière et nous nous sommes cachés dans le cabanon jusqu'à ce que nous soyons sûrs que la personne était partie. 15 minutes ont semblé durer une éternité alors que nous restions cachés dans le cabanon, attendant que cette personne sorte de la maison. Et finalement, cette personne que nous avions vue est sortie et quand j'ai vu qui c'était, je n'ai pas pu m'empêcher de dire quelque chose. C'était une femme dans la cinquantaine et je l'ai immédiatement reconnue, c'était ma voisine. J'ai poussé un soupir de soulagement en la voyant et j'ai ouvert le cabanon pour lui crier quelque chose. Cependant, dès que j'ai fait savoir ma présence, elle a instantanément pris la fuite et elle est retournée chez elle. J'étais confus au début car je ne comprenais pas pourquoi elle était dans ma maison et pourquoi elle s'était enfuie. Inutile de dire que nous étions tous les deux plutôt soulagés et nous sommes retournés à l'intérieur pour appeler ma mère, juste pour lui demander si la voisine était censée passer par chez nous. Il y a eu un bref silence avant qu'elle me réponde en me disant qu'elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais et qu'il fallait appeler les urgences. Gardez à l'esprit que ma mère connaissait à peine cette voisine, donc il n'y avait aucune raison pour qu'elle soit chez nous. 10 minutes se sont écoulées et j'ai vu plusieurs voitures de police entrer dans l'allée de chez ma voisine. Je l'ai ensuite vue se faire emmener par la police en garde à vue. Il y avait aussi 2 agents à ma porte. Ils m'ont informé qu'en fait, la voisine avait avoué avoir cambriolé notre maison pour voler les bijoux de ma mère. Elle savait que ma mère ne serait pas à la maison et je suppose qu'elle a vu cela comme une opportunité de nous cambrioler. Mais même si ce n'a pas été la chose la plus effrayante qui me soit arrivée dans ma vie, c'est certainement quelque chose que je n'oublierai pas. Ma voisine a heureusement rendu ce qu'elle avait volé et depuis, elle est en prison. Cela s'est passé lorsque j'avais 12 ans. J'étais seule à la maison pour une nuit car mes parents étaient en ville avec des amis et j'étais dans ma chambre, il était vers 4h30 du matin lorsque j'ai été réveillée par le bruit de coups frappés à la porte d'entrée. Je n'allais pas répondre, mais quand j'ai regardé par le Judas, il n'y avait personne. Étonnamment, environ 10 minutes plus tard, les coups ont retenti à nouveau. J'ai enfilé mes chaussures et mon sweat à capuche, juste au cas où je devais sortir de la maison par la porte arrière, et j'ai regardé à nouveau par le Judas. Et là, j'ai vu un homme d'une 50aine d'années se tenant à environ 1 mètre de là, et même si je ne pouvais pas distinguer son visage, je ne pouvais pas dire qui c'était, j'ai quand même vu qu'il avait un couteau dans sa ceinture. Soudain, l'homme a fait 4 pas vers ma maison. J'ai paniqué, alors je suis sortie par la porte arrière aussi discrètement que possible. Bon, ne rigolez pas, mais en sortant, je n'ai pas eu le temps de mettre un pantalon. Je sais, c'est très étrange, mais je ne voulais pas perdre de temps. Heureusement, j'avais quand même mon short de nuit, et quand je suis arrivée dehors par la porte arrière, je suis allée sur le trottoir et j'ai couru ce qui semblait être des kilomètres. J'ai couru pendant environ 2 pâtés de maison, puis j'ai marché pendant environ 5 autres pâtés de maison, jusqu'à ce que je trouve enfin une voiture de police. L'officier dans la voiture a baissé sa vitre et il m'a demandé « Hey, ça va? Pourquoi tu n'as pas de pantalon? Pourquoi t'es dehors ?» Je vous rappelle qu'il était 4h30 du matin
et je lui ai dit qu'il y avait un homme à la porte d'entrée de ma maison avec un couteau et que j'étais partie chercher de l'aide. Je lui ai dit que je n'avais pas de pantalon parce que je ne voulais pas perdre de temps et que j'avais peur pour ma vie, et il m'a dit que tout irait bien, et il m'a ensuite demandé de monter dans sa voiture pour qu'il puisse me ramener chez moi et en savoir plus. Je suis montée avec lui dans sa voiture, il m'a conduit, et quand nous sommes arrivés à la maison, l'officier m'a demandé de rester dans la voiture jusqu'à ce qu'il attrape l'inconnu, juste pour ma sécurité, et après environ 3 minutes, il est sorti de la maison avec le type menotté. Je suis sortie de la voiture et je suis allée voir qui était cet inconnu qui avait essayé de rentrer chez moi, et j'ai été absolument choquée quand j'ai vu qui c'était. C'était l'ex-petite amie de ma mère. Apparemment, il voulait venir à la maison au milieu de la nuit pour lui trancher la gorge et se venger d'elle pour l'avoir quittée, mais quand il a vu qu'elle n'était pas là, il était en colère, et je vous jure, ce type avait vraiment un couteau, et il a dit que j'étais sa seconde cible. Il a même dit que s'il ne trouvait pas ma mère, il avait l'intention de s'en prendre à moi. Il a dit « Tu as vraiment de la chance d'être sorti de la maison à temps pour appeler la police, sinon tu serais mort. » L'officier a mis le gars dans sa voiture et il est revenu vers moi. Je lui ai dit que ce type était l'ex-petite amie de ma mère et il a dit qu'il appellerait mes parents pour qu'ils viennent et qu'il leur expliquerait ce qui s'était passé. J'ai donné le contact de mes parents à cet agent. Il les a appelés et ils ont dit qu'ils allaient arriver, et environ 5 minutes après, ils sont arrivés à la maison et l'officier leur a tout expliqué. Après ça, j'ai aussi raconté ce qui s'était passé à la maison. Ils étaient soulagés de voir que je n'avais pas été blessée, mais ils étaient aussi perplexes sur la raison pour laquelle j'avais quitté la maison en sous-vêtements. Je leur ai simplement dit que j'avais peur pour ma vie et que je ne voulais pas perdre de temps, et ils ont compris. Nous avons remercié l'agent de police qui est reparti avec le type armé. Heureusement, ce soir-là, il y a eu plus de peur que de mal, je n'avais pas été blessée. Mais maintenant, alors que j'ai 23 ans et que j'ai mon propre appartement, je m'assure toujours que ma porte est verrouillée avant de sortir ou même d'aller dormir, car cette histoire m'a vraiment marquée. Je n'ai jamais aimé rester seule à la maison, surtout la nuit. Les craquements et les grincements de la vieille maison semblaient prendre vie et ça résonnait dans les pièces vides comme des murmures fantomatiques. En cette soirée particulière, mes parents étaient sortis pour un dîner entre amis, me laissant avec les instructions habituelles de verrouiller la porte et de rester en sécurité. Alors que le temps s'écoulait, j'essayais de me distraire avec un film. La lueur de la télé projetait des ombres dans le salon. Cependant, l'ambiance ne parvenait guère à apaiser le sentiment d'inquiétude qui grandissait en moi. Le moindre bruit me faisait sursauter et le vent dehors agitait les fenêtres comme un espèce de chœur de murmures lointains. J'ai décidé de me retirer dans ma chambre, convaincue que le confort de mon propre espace dissiperait ce sentiment d'angoisse, mais alors que je me glissais sous les couvertures, une sensation perturbante flottait dans l'air. Soudain, un frisson parcourut la pièce et je remarquai un courant d'air qui semblait venir du couloir. Je l'ai ignoré, attribuant cette sensation de bizarrerie à la vieille maison dans laquelle on habitait, mais juste au moment où je fermais les yeux, j'ai entendu quelque chose, presque imperceptible, c'était des pas. Mes yeux se sont ouverts d'un coup et j'ai tendu l'oreille. Le son rythmique résonnait dans la maison silencieuse, chaque pas délibéré et intentionnel, et la panique commençait à m'envahir. Je venais de réaliser que ce n'étaient pas mes pas, mais ceux de quelqu'un d'autre. Cela m'a littéralement scotché au lit, j'étais figée, mes oreilles accordées à cette cadence que j'entendais. Cependant, je n'ai pas pu résister, je suis sortie du lit avec prudence et j'ai été voir dans le couloir. J'ai décidé de faire tout ce qu'il ne faut pas faire, suivre les pas. Ils devenaient de plus en plus forts à chaque instant. L'air était chargé d'une énergie inexplicable et un sentiment de présage m'a envahi alors que j'approchais de la fin du couloir. Soudain, les pas se sont arrêtés. Le silence qui suivit était assourdissant. Je suis restée là, tremblant, mes yeux tentant de percer les ombres, et c'est là que je l'ai vue. Une silhouette vague et indistincte qui se tenait juste là, devant moi. Mon cœur s'est emballé et un frisson m'a parcouru lorsque la silhouette s'est retournée. J'ai paniqué et j'ai reculé en titubant, retournant à la sécurité de ma chambre. J'ai verrouillé la porte, j'ai appelé les urgences et peu de temps après, des sirènes et des lumières clignotantes sont apparues près de chez nous. C'étaient les secours qui sont venus me poser des questions. Et devinez quoi ? En même pas quelques minutes, la police a attrapé un type très maigre et effrayant. Il était en train de rôder dans notre maison.
ils l'ont emmené et je ne l'ai jamais revu après ça. Je sais que beaucoup de gens restent seuls à la maison la nuit à un très jeune âge en raison des horaires de travail de leurs parents, mais dans mon cas, je n'ai jamais pu rester seule à la maison. Un jour, lorsque j'avais 15 ans, j'ai pensé être assez grand pour rester seule chez moi. Mes parents allaient au magasin très rapidement acheter quelque chose pour le dîner et j'étais trop paresseux pour aller avec eux juste pour quelques articles, alors je leur ai dit que je voulais rester à la maison pour regarder un film en les attendant. Avant de partir, ma mère m'a répété 1000 fois de bien verrouiller la porte, de ne pas ouvrir à qui que ce soit. Bien sûr, je me suis précipitée dans le salon et j'ai allumé la télévision sans trop l'écouter. Mais il faut savoir quelque chose. Notre maison a 2 portes. Il y a une porte du côté droit où se trouve l'allée et une porte du côté gauche où se trouve le salon. Nous n'utilisons jamais la porte de gauche et c'est quelque chose que toute notre famille et nos amis savent. Si jamais un ami vient, il s'assure toujours de frapper à la porte du côté droit. Et même lorsqu'on reçoit des choses d'ailleurs, des livraisons, je laisse toujours une note disant de bien vouloir utiliser la porte de droite. Ma famille et moi plaisantons sur le fait que le côté gauche de la maison semble abandonné puisqu'on ne l'utilise pas. Et ma mère, elle, se concentre d'ailleurs sur le nettoyage du côté droit de toute façon. Alors que je regardais la télévision et que je me couchais sur le canapé, j'ai soudain entendu un fort coup sur la porte du côté gauche. J'ai fait une pause, pensant que c'était peut-être à la télé, mais ensuite je l'ai entendu à nouveau. J'ai éteint la télévision et j'ai couru vers le couloir. Je n'ai pas osé regarder par la fenêtre, j'avais peur d'être visible, et alors que j'étais dans le couloir, je jetais des coups d'œil vers la porte. J'avais l'impression de voir comment la porte vibrait à chaque fois que la personne de l'extérieur frappait sur celle-ci. Je ne savais pas trop quoi faire ou qui cela pouvait être. Tout le monde que je connaissais utilisait la bonne porte, celle du côté droit. J'avais tellement peur que mes jambes me lâchent, alors je me suis assise. Alors que j'observais cette porte, les coups ont continué, devenant de plus en plus forts. Je ne pense même pas que c'était un coup de poing, c'était comme des coups de poing à répétition. Après ce qui a semblé être des heures, ça s'est finalement arrêté. Je suis restée là, en pleurant, lorsque j'ai entendu soudain la porte du côté droit s'ouvrir. C'était mon père. Je l'ai regardé et j'ai ressenti de la colère parce que je pensais que c'était lui qui frappait. J'ai tout de suite pensé que mes parents avaient fait ça pour me faire peur, mais mon père, en me voyant, était vraiment inquiet et il m'a demandé pourquoi je pleurais. Je lui ai dit ce qu'il venait de se passer et après qu'il ait clarifié que ce n'était pas lui ni ma mère qui frappait, il m'a dit que ma mère n'arrêtait pas de dire « Et si quelque chose lui arrive, si elle est seule à la maison, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire ?» Apparemment, elle avait fait conduire mon père jusqu'à la maison pour venir me chercher alors qu'il venait de partir, car en sortant, ma mère avait repéré un gars dans une voiture qui avait un air étrange. Et quand ils m'ont raconté tout ça, j'ai commencé à me demander si j'avais vraiment tout inventé. Est-ce qu'il y a vraiment eu des coups sur la porte de gauche ou alors c'était mon imagination, ma peur profonde de rester seule à la maison qui m'a fait imaginer ça? Dans la voiture, j'ai demandé à mes parents s'ils avaient vu quelqu'un marcher en atteignant la maison, mais ils ont dit qu'il n'y avait eu personne. Cela fait 7 ans que ça s'est passé et à ce jour, je me demande toujours s'il y avait vraiment quelqu'un dehors. Il y a 4 ans, ma petite amie et moi avons acheté une maison dans la banlieue du centre de la Floride. Elle avait au moins 70 ans et était encore en assez bon état pour une maison aussi ancienne. C'était une belle maison à 2 étages dans un quartier résidentiel plutôt calme, sans aucun problème, ni rien. Au début, cela semblait être la maison parfaite pour commencer notre vie, et c'était le cas pendant environ 1 mois ou 2. Cependant, quelque chose s'est passé un jour qui allait nous bouleverser à tout jamais. C'était au milieu de l'été et ma petite amie était partie travailler tandis que j'étais restée à la maison, malade, après être sortie en boîte de nuit la veille. Je n'y attachais pas trop d'importance car j'appréciais le calme et j'essayais de me remettre de cette maladie aussi vite que possible. Et après son départ, je me suis reposée pendant environ une bonne heure. Je suis descendue ensuite pour prendre une collation avant de remonter à nouveau. Ne sachant pas quoi faire, j'ai simplement mis un film pour m'occuper. J'espérais m'endormir pour me reposer davantage. À un moment donné, pendant le film, j'ai entendu un crissement de pneus d'une voiture venant de dehors. C'était étrange car il n'y avait presque personne qui conduisait de manière imprudente dans le quartier, donc je ne pouvais supposer qu'une chose, que c'était peut-être un accident. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre
et j'ai vu garer dans mon allée une fourgonnette blanche que je n'avais jamais vue auparavant. À ce stade, je suis terrifiée, car je ne suis pas sûre de qui étaient les gens de la fourgonnette, ni ce qu'ils faisaient devant chez nous. Et pas une minute après, j'ai entendu des coups frénétiques à ma porte d'entrée, suivis de plusieurs personnes qui crient et qui hurlent. J'ai couru jusqu'à la porte et j'ai regardé par le Judas, et là, j'ai vu des hommes intimidants qui frappaient à ma porte. J'ai parlé à travers notre interphone pour leur demander ce qu'ils faisaient chez nous, et le gars qui était le plus proche de la porte a répondu en disant « Ne fais pas l'imbécile avec nous. Tu sais qui nous sommes, nous voulons notre argent que tu nous dois. » Un autre derrière a dit « Oui, tu vas nous la donner. » À ce stade, je suis extrêmement confus et terrifiée, je ne veux pas ouvrir la porte pour les affronter, et je leur crie que je ne sais pas qui ils sont et qu'ils devaient partir. Cependant, l'un d'eux, qui semblait très agité, a commencé à s'approcher de la porte pour frapper. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne rentre. J'ai pris ce temps pour appeler la police et pour tout expliquer. Juste après avoir dit à l'opérateur ce qui se passait, j'ai entendu ma fenêtre se briser et je les ai vus entrer un par un. Je savais qu'ils finiraient par me trouver, alors j'ai fait la seule chose que je pouvais faire dans l'instant. C'était risqué, mais après avoir rassemblé mon courage, j'ai descendu les escaliers en les suppliant de ne pas me tuer. Cependant, au lieu de réagir avec colère ou de faire quelque chose de potentiellement pire, ils se sont tous regardés avec des visages confus. C'est alors que j'ai entendu les sirènes venir de la rue d'à côté. Cela les a incités à remonter dans leur fourgonnette et à s'enfuir. Ils n'ont pas fait long feu car la police a réussi à les retrouver à environ 2 pâtés de maison. Ce que la police m'a dit m'a choquée jusqu'au fond de mon être quand ils sont venus me voir pour m'interroger. Apparemment, les personnes qui avaient cambriolé ma maison faisaient partie d'un important réseau de trafic de drogue et un de leurs acheteurs avait apparemment volé 50 000 $ de cocaïne et d'autres marchandises et les avait cachés dans notre maison. La personne qui leur avait donné l'adresse de l'endroit où vivait cette personne leur avait évidemment donné la mauvaise adresse, ce qui les avait amenés à cambrioler notre maison, et dire que ce jour-là, j'aurais pu être tuée à cause de cette histoire. Je pense que la partie la plus difficile pour moi a été de faire face à ces individus tordus au tribunal. Je ne les oublierai jamais. Ils m'ont appelé par mon nom en passant devant ces criminels et ils me regardaient comme s'ils voulaient me tuer. Ma petite amie et moi avons essayé de rester dans cette maison pour en tirer le meilleur parti, mais nous en sommes venus au point où nous n'en pouvions plus. Elle devenait paranoïaque et je me réveillais souvent en sursaut à cause de cauchemars dans la nuit. Cela a même atteint un point où j'ai commencé à avoir des pensées sur le fait que d'autres personnes de ce gang reviendraient pour nous. Cela a finalement commencé à affecter notre santé mentale et même nos emplois. Je ne sais pas pourquoi ça m'a autant affecté, mais nous ne pouvions tout simplement plus vivre dans cette maison. 1 mois plus tard, nous avons décidé de la vendre et de déménager dans un autre état, dans une zone plus sûre. Et heureusement aujourd'hui tout va mieux et j'espère que ça restera ainsi. Pour vous donner un peu de contexte, je suis une femme et cela s'est produit la semaine dernière alors que j'étais dans mon premier semestre à la fac. J'ai fréquenté un collège communautaire juste près de chez moi car c'était plus pratique pour moi pour me rendre à l'université. Et la semaine dernière, je venais de rentrer chez moi après ma première journée de cours, je me suis affalée sur mon lit pour me détendre, je venais juste de rentrer. Être à l'école après de longues heures m'avait complètement épuisée et le sommeil était la seule chose à laquelle je pensais. J'ai somnolé pendant une bonne heure environ lorsque j'ai été réveillée par les aboiements de mon chien Mia. C'était étrange car elle n'aboie presque jamais. Bon, c'est un teckel, donc un grand aboiement pour une petite morsure, et puis c'est la plus gentille des chiennes. Mais quand je l'ai entendue aboyer, j'ai vraiment pensé que c'était bizarre. J'ai supposé qu'elle aboyait simplement après quelqu'un qui promenait son chien ou son chat dans la rue, mais ce n'est que lorsque j'ai vu que ces aboiements sont passés de gênants à défensifs que je me suis levée pour voir à quoi elle aboyait. Je l'ai vue aboyer vers la chambre de mes parents, la tête levée en aboyant comme si elle aboyait vers une personne. Le seul problème, c'était qu'il n'y avait personne là-bas, même si elle savait clairement que quelque chose était là. À ce stade, j'étais officiellement effrayée en essayant de la faire revenir à la raison, et alors que j'allais m'approcher d'elle, elle se recula comme si elle était blessée ou effrayée. J'ai regardé, et là, j'ai vu une légère entaille au-dessus de son estomac que j'ai ensuite recouverte. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de sang, mais ça lui a fait quand même mal,
et j'ai attrapé ma chienne Mia et j'ai couru hors de la maison à toute vitesse pour appeler la police. Quand mes parents sont rentrés à la maison, je leur avais déjà raconté ce qu'il venait de se passer avant leur arrivée, mais mes parents sont du genre à tout prendre à la légère et ils m'ont sermonné en disant que je ne dormais pas assez et que tout était dans ma tête. Je sais que cette histoire semble folle, mais je l'ai vue se produire. Peu m'importe si mes parents me croient ou non, je sais ce que j'ai vu. Rien ne s'est passé depuis et ma chienne est revenue à son comportement normal, mais c'est de loin la chose la plus effrayante que je n'ai jamais vue. Je ne trouve pas les mots pour l'expliquer. Quelques personnes m'ont dit que c'était juste mon chien qui faisait des bêtises, tandis que d'autres me disent que c'était quelque chose de paranormal qui l'avait blessé. Et toutes ces théories sont valables, mais malheureusement, la deuxième semble plus plausible. Je ne suis pas sûre de ce qui s'est passé exactement ce jour-là, mais ce que je sais, c'est que Mia a clairement vu quelque chose dans cette pièce que je ne pouvais pas voir et qui l'a blessée.